à tous, c'est la première fois que je fais cette présentation un peu rock'n'roll. Merci d'être là avec nous. Je vais vous présenter qui il y a autour de cette table, mais d'abord j'ai envie de vous applaudir. Vous êtes là, vous êtes beaux, et ce soir c'est quand même un très bel événement puisque c'est déjà la 4e émission de Screen Spirit. Merci la régie qui assure, comme d'habitude, j'oublierai pas de lancer les jingles cette fois-ci. Et comme je vous le disais, l'émission sera suivie d'un apéro. Voilà. Et en plus d'une projection quand même exceptionnelle de Godzilla Minus One. On est très très contents. Il y a un petit sujet sur la prononciation. Minus One, Minus One. Voilà, on est déjà dans le débat, dans le clivant. Minus One. Minus One. Minus One. Minus One, ok. Vous voyez, on est déjà dans l'argumentaire. Sans plus tarder, je vais vous montrer un peu qui nous accompagne ce soir. Et je peux vous dire qu'on a une table de gagnants. On va commencer, allez, par Fabien Moreau, spécialiste du cinéma asiatique. Arrête-moi si je me trompe, ok. Notamment Tokusatsu. Et notamment auteur de l'ouvrage Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Oui, tout à fait. Tout est bon, on est bien. Ensuite, en face de toi, on a TPK, qui n'a que des avis désastreux. Si, c'est le nom d'une de ses émissions sur Twitch. C'est vrai. Et il aime aussi les choux de Bruxelles. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Il est commentateur e-sport spécialisé jeux de combat. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On va essayer de pas trop donner d'avis désastreux. Non, et puis en plus, t'aimes le cinéma. Ça, c'est un truc que je savais pas trop. Ça m'arrive, ouais. Notamment, c'est dommage. Enfin, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais j'étais venu avec des intentions de prendre la défense des Bronzés 3 ce soir, donc je sais pas si on va en parler. Wow. Donc je suis cinéphile à ce point. Il a des gens dans sa famille qui aiment les Bronzés 3. C'est Pierrick Guillemot. Voilà, exactement. On le dénonce. Voilà. Peut-être Pierrick que Guillemot. vous n'avez pas Il habite compris. à Le Perret en Yvelines, tu voulais lui. Ah oui, d'accord, ça lui nique le 06 23 47. On en est là. Non, parce qu'ils se connaissent en fait depuis 23 ans et ils l'ont découvert ce soir, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ouais. Julien Dupuis, auteur, réalisateur, journaliste ciné, passionné de Kaiju Eiga et grand ami de moi-même. Bah ouais, exactement, Marie. Bah, ravi de te retrouver. Bonne année d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Bonne T'avais année. transformé en Kaiju, tu te rappelles? Oui, bah oui. qu'on avait fait pour France Télé. Quoi, c'est pas un mauvais. C'était un super souvenir, non? C'est un super souvenir. Je crevais le plafond et je détruisais des hélicoptères. C'était une émission pour enfants. C'était trop bien. C'était super. Et à tes côtés, Lloyd, journaliste pop culture, rédacteur chef adjoint du magazine Métal Hurlant, fondateur notamment du podcast C'est plus que de la SF. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on n'a que des cracks pour parler de films de monstres. Parce que c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et là, comme ça, si vous ne deviez en garder qu'un seul, ce serait quoi, Fabien? Un seul. Shin Godzilla. Ah, tu n'as pas hésité. Ouais. Ok, Shin Godzilla. De tous les Godzilla qu'il y a eu, notamment celui qu'on va voir ce soir. Ouais, il y a le premier Godzilla, mais sinon, c'est vrai que Shin Godzilla, c'est un petit peu le dernier gros trauma du genre, en fait. Ouais. Okay. Shin Godzilla, en face TPK, un film de monstre. Les tuches. Non. Alors, est-ce qu'on compte les films d'horreur? Le producteur est avec nous dans la salle. Non, je fais pas. Est-ce qu'on compte les films d'horreur? Parce que genre Shin Godzilla, on est vraiment sur le film de monstre à la japonaise, genre Kaiju XXL. Est-ce que par exemple les films d'horreur, on va les compter dedans? Avec un monstre ou une créature, je pense que ça peut rentrer c'est ça que j'entends. Par exemple, est-ce que si je dis Alien, ça marche ou pas? Est-ce que ça marche? C'est validé par la street ou c'est pas du tout validé? Ah bah Aliens, ça marche vu qu'il y a la reine qui est géante. Ah, c'est gagné, Alien. Donc il y a un côté, une dimension géante. Hein. On en reparlera. Julien, un film, un seul de monstre à retenir. Et Shin Godzilla a déjà été dit. Ouais. Sinon, je l'aurais peut-être dit, ou je dirais peut-être le Godzilla original. Non, je vais dire Gamera 3, la revanche d'Iris. Je suis étonné que tu l'aies pas dit, Fabien. Voilà, de Shuzuke Kaneko et Shinji Higuchi, qui est génialissime. Voilà, un film incroyable. Gamera, et pour toi, Lloyd, un seul. Je vais garder King Kong. De 1933, c'était pas le centenaire, mais c'était 90 ans l'année dernière. Et en plus, ça tombe bien, puisqu'il y a eu des crossovers Godzilla et King Kong. C'était la source d'inspiration pour le premier Godzilla, aussi une des sources d'inspiration. Et Skull Island, un avis ou... Moi, je balance direct. Ah, j'aime bien l'époque. Je trouvais ça amusant de mêler, de prendre cette époque-là pour faire ce mix-là. Sinon, moi j'ai déjà oublié la moitié du film, je pense. Ah, je me disais quand même, c'est pas assez acide comme take. Une petite actu peut-être avant de commencer. Voilà, si vous avez envie de balancer, c'est maintenant un truc sur lequel vous bossez.
Vous bossez peut-être pas, je sais pas, la reprise. Nous sommes dans le coffret Blu-ray de Shin Godzilla qui sort la semaine prochaine. T'as raison. Bah oui. Oui, c'est vrai, il faut qu'on en parle. C'est vrai qu'on fait ça. Non, mais c'est vrai, c'est notre copain Antoine, en fait, c'est Spectrum qui a enfin réussi à avoir les droits de Shin Godzilla. C'est un film qui a quoi maintenant? Il a 8 ans. 8 ans, ouais, j'allais dire 7 ans, moi. Et qui est donc le film qui a précédé Minus One, qui a été un énorme carton, qui a relancé en fait Godzilla, et qui est peut-être effectivement la vision la plus iconoclaste du monstre japonais. Et c'est un film qui a été présenté dans des festivals, sur des avant-premières. Il y a une petite distribution à laquelle tu as participé d'ailleurs, Fabien. Et le film sort enfin en Blu-ray en France avec un énorme coffret, plein de bonus, et notamment Fabien Moreau qui a fait un commentaire audio et Pomme qui a enregistré un Capture Mag. Un épisode de Capture ici. Au Club de l'Étoile, avec Stéphane Moïsaki. C'est ce qu'on nous dit dans le chat. D'ailleurs, on les salue. Merci d'être avec nous. MT Maker qui nous dit Shin Godzilla présenté ici d'ailleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, dans le chat et aussi dans le public, puisqu'à la fin, on va vous faire gagner des cadeaux. Donc, vous pouvez vous connecter et prendre place de toutes les manières possibles pour pouvoir remporter ces cadeaux. On va continuer peut-être petit actu. Métal Hurlant lance un financement participatif lundi pour un spécial chat. C'est une idée de Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, c'est le créateur de Métal Hurlant et qui s'est dit que pour son dernier hors-série, pour son dernier numéro, il s'est dit que tout le monde aimait les chats et donc on allait faire un spécial chat. Donc il y a une vingtaine d'artistes du monde entier qui ont fait des histoires sur les chats. Et moi j'étais censé aider Jean-Pierre sur la partie article autour des chats. Donc il y aura les chats et la science-fiction, il y aura les chats et l'horreur. Enfin bref, il y aura toute forme d'histoire de chat. Génial. TPK, une petite actu? Pas mal de choses. Moi, le gros projet qui va me prendre, je dirais les 7 prochains mois, c'est je fais une série documentaire sur... alors, c'est assez... C'est assez niché, c'est un truc de nerd, mais c'est 5 Japonais qui sont pas mal forts à des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo de jeux de combat, des gens qui se tapent dessus, notamment Street Fighter et des brouettes comme celle-ci. Et en fait, donc ces 5 gars, ils ont le sobriquet de 5 dieux des jeux de combat. C'est le sobriquet officiel qu'on leur donne depuis quasi 30 ans. Et en fait, en France, on en parle très peu de ces gens-là, ce qui est normal, hein, puisqu'aujourd'hui, ils ont plus de 40 piges, etc. Donc c'est un peu loin derrière tout ça pour la jeune génération qui s'y met. Et donc j'ai envie de un peu rendre honneur à ces 5 gars-là. Donc je suis en train de travailler avec quelques personnes sur cette série documentaire. Attention, quand je dis série documentaire, c'est du YouTube. Hein. Attention, je ne suis pas au niveau de prod de ces messieurs-là. Mais alors, aucun dénigrement, parce que je peux dire qu'il y a des choses vraiment d'exception qui sont faites sur YouTube. Certes, mais voilà, donc ça va me prendre les 7 prochains mois, l'écriture a commencé, et c'est assez massif. C'est assez massif. Ok, très bien, on suivra ça avec attention. On va lancer tout de suite un jingle. Je me tourne vers la régie, ils sont beaux, ils sont là. On va lancer le jingle des sorties, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Bon, on est censé être beau, Philippe. Les sorties, alors il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées au cinéma ces dernières semaines, surtout que la dernière émission, j'étais pas avec vous, donc je sais pas trop si vous vous êtes disputés, si vous étiez tous d'accord sur les sorties, mais je vais commencer et je vais parler d'un film, un film animé qui a bidé. Wish de Disney. Ah ouais. Oui. C'est le beat, ça? Ah bah comme son nom l'indique, c'est Wish. C'est Disney Wish. C'est Wish. Voilà. Express, l'un des deux. Okay. On espère qu'ils sont pas devant l'écran parce que. Alors j'ai vu le trailer. Je ne sais pas vous. Je trouve ça quand même très laid. Je trouve ça. On m'aurait dit c'est généré par une IA, je l'y aurais cru parce que je sais pas ce que ça raconte. Je trouve pas ça fondamentalement beau. On est loin des Disney de mon enfance. Voilà, si je devais le dire. Un avis peut-être sur Wish, vous l'avez vu? Non, mais la petite chèvre a l'air mignonne. Ouais, alors voilà. Si c'est tout ce qu'on peut retenir. Julien. J'attends de voir. Un pyjama. Ouais, c'est gagné. Les chèvres en pyjama. Mais ça vend pas du rêve. Moi, j'ai vu les trailers. Ça a l'air. Non, mais on prend les bons côtés là où ils sont.
Moi j'aime bien les films Disney, moi j'aime bien Encanto par exemple. Ouais. J'adore la chanson We Don't Talk About Bruno, je trouve super cette chanson. Il y a Mais puis j'adore le travail sur la lumière dans Encanto. Donc voilà, mais là c'est vrai que c'est un studio qui est en panne, Disney. Mais c'est bien, ils ont eu plein de succès, là, la suite. Ça leur apprend un peu la vie, là, c'est ça que t'es en train de dire. Exactement. Ouais. Ça leur fait les pieds. Non, mais c'est bien, il faut qu'ils se remettent en question un peu, parce que ils ressortent toujours la même soupe et tout. Donc là, les Marvel commencent à se planter, ça se plante. C'est pas mal, en fait. Je trouve que ça laisse de la place aux autres, et puis eux, ça va permettre un peu de... Les autres, c'est Illumination. Oui, voilà, par exemple. Et puis surtout, Disney, quand ils se plantent, c'est pas mal. C'est-à-dire que dans les années 70-80, ça allait mal, et du coup, ils ont fait plein de trucs intéressants. Ils ont fait le Dragon du Lac de Feu, ils ont fait Tron, ils ont fait plein de trucs cool, quoi. Le Trou Noir. Aux Un Monde Extraordinaire. Enfin voilà, c'était... Même Taram et le Chaudron Magique, il y a des trucs intéressants dedans. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise... Et Mickey dans le domaine public. Ouais. Enfin, le premier Ah oui, cartoon. le premier cartoon de Mickey dans le domaine public. J'attends un film d'horreur là-dessus, sur le même Ouais, modèle. C'est pas vrai. Ils en ont fait un de Winnie l'ourson, déjà. Oui, alors ça, oui. Mickey's Mousetrap, ça s'appelle. Ouais. Quel enfer, Ouais, quel enfer. Eh bien, écoutez, on a quelques chiffres pour le démarrage justement de Wish, Achat et La Bonne Étoile. Vraiment la descente aux enfers au box-office, je vais pas vous mentir. Ils ont du coup décidé de ressortir 3 Pixar. Voilà, D'urgence. D'urgence vite, les gars, faut... Voilà. Mais Donc... Pixar, ça va pas non plus. Là, il y a beaucoup de licenciements aussi à Pixar, malheureusement. Donc, ouais. Alors j'ai entendu parler d'un nouveau Toy Story, d'une nouvelle Reine des Neiges aussi qui reviendra, de Cars qui reviendra. Il y a un nouveau Toy Story, il y a Vice Versa 2. Ouais. Ne faites pas ça. On préfère qu'ils fassent des trucs originaux, mais voilà, après... Ils ont fait un court-métrage assez sympa pour les 100 ans, c'était les 100 ans de la firme. Oui. Ils ont fait un court-métrage très sympa sur Disney+, où on peut retrouver tous les héros de Disney qu'ils ont réunis dans un espèce de... Ouais, ça fait 8 minutes, je crois. Et c'est assez mignon, je pense que c'est meilleur que... C'est leur multiverse à eux. Ouais, c'est leur multiverse, ouais. Ça me ferait kiffer, tu vois. Un Avengers Endgame avec Mickey, Donald, tu vois. Et un snap. Un bon snap. Alors voilà, un peu plus de 61 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour 200 millions de budget hors marketing. On peut dire que c'est, il faut savoir que quand on dit les recettes, si on dit 60 millions de recettes, c'est-à-dire que dans la poche de Disney, grosso modo, aux États-Unis, ils ont 30 millions, ils ont la moitié en fait qui rentrent dans les caisses. Ouais. Il y a des exécutifs qui vont pas avoir leur prime de Noël. Ouais, là, ça va être compliqué. Mauvaise année. Terrible, terrible. Et surtout, ils étaient au coude à coude en France avec Élémentaire. Donc voilà. Ouais. Mais écoute, parce qu'il y a une histoire de... C'est au cinéma, puis après ça arrive sur la plateforme. Ils ont fait le comparo entre les chiffres. Bref, Élémentaire, qui avait quand même un démarrage en dents de scie, a quand même réussi à revenir avec le bouche à oreille. J'aime bien Élémentaire, c'était cool. Wish... Mais Élémentaire, c'est Pixar, c'est quand même plus sain. Voilà. Un avis peut-être... vous l'avez vu, Wish, Achat et le... J'ai déjà oublié le vœu de je sais pas qui. Personne qui l'a vu serait... Est-ce que quelqu'un s'est dévoué pour voir ce truc ou... Ah, ils sont 3. Ça vous a plu? Ça, ouais, non. Ah, les 3 sont d'accord. Ok. Ouais. Ils peuvent pas avoir fait Ratatouille et Vaiana des astros chefs-d'œuvre intergalactiques et en répondre toutes les 6 mois, quoi. Après, le meilleur, c'est Coco. Mais si on doit lancer ce Ouais, débat... non, Vaiana, mais bon, bref, merci pour l'effort. Mais globalement, je crois que tu voulais dire Coco, mais... Non, mais j'ai vraiment dit Vaiana. Mais effectivement, oui, bon, on leur retiendra par rigueur, Marie. Ben après, je suis assez d'accord avec toi que Coco était quand même le meilleur. Bien sûr. On peut continuer longtemps comme ça. Et le deuxième dont j'ai envie de vous parler, c'est Krisha et le maître de la forêt. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de ce film d'animation, c'est parce que c'est encore un petit peu confidentiel. Il n'y a pas énormément de bruit autour, mais pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un réalisateur coréen qui s'appelle Park Jae-bom. Et si j'ai eu envie d'en parler, c'est parce que l'animation en Corée, en général, c'est plus de la sous-traitance pour des grands studios d'animation. C'est pas vraiment des œuvres qui se lancent comme ça en Corée avec un lore, etc. Et donc Park Jae-bom a présenté son film, donc son premier long métrage au festival de Busan. Ça a été très très bien accueilli par la critique. Ça s'appelle à l'origine Motherland, mais ça a été rebrandé Krisha et le maître de la forêt.
On y suit donc Krisha qui, suite à la maladie très grave de sa maman, se lance dans une quête pour retrouver un ours rouge qui est protecteur de la nature. Donc c'est vraiment un conte en stop motion avec des marionnettes. C'est très beau, très assumé. Et d'ailleurs, je vais vous lancer là-dessus parce que le stop motion, je trouve qu'il est plutôt en vogue en ce moment. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de films produits en image par image. Alors ça, c'est de l'animation par remplacement. T'as vu le visage, en fait, il y a un petit trait au milieu, c'est parce qu'il remplace les portions basses du visage ou les portions hautes pour créer des expressions différentes et pour que les labiales, enfin bref, que les personnages puissent parler. C'est la même technique qui est utilisée sur les Laika, sur l'étrange pouvoir de Norman et Coraline, tout ça. Mais ils effacent le lien numériquement, et là, ils l'assument. C'est bien, ils ont raison. Ouais. Mais oui, c'est marrant parce que 2023, c'est l'année où tout le monde te parle des IA dans tous les sens, etc. Et c'est normal parce que c'est passionnant ce qui se passe avec les IA. Mais et parallèlement à ça, en fait, tu vois qu'en tout cas au cinéma, il n'y a quasiment jamais aucune technique qui disparaît en fait. Tout s'additionne. On a souvent peur de ça. Déjà, le cinéma a toujours eu peur de disparaître. Ça, c'est depuis ses origines en fait. Et il y a toujours eu la crainte en fait qu'il y a un domaine comme ça technologique du cinéma qui disparaisse, qui soit supplanté par les nouveautés technologiques. Et là, c'est la preuve que non, ça se passe jamais comme ça en fait. Ça s'additionne. En tout cas, je vous invite à lire l'interview que Park Jae-bom a donnée pour le polyester. Justement, il répond notamment à cette question, le choix du stop motion, donc de filmer de vrais objets, de ne pas utiliser des images de synthèse. Il s'interroge aussi sur les images générées par des ordinateurs, les techniques d'animation. Et il raconte aussi un petit peu sa propre vie privée, puisque sa maman est tombée malade quand son papa était à l'étranger, quand il était petit. Ça l'a fortement marqué. Et du coup, il a mis beaucoup de personnel dans ce film. Je vous le recommande, il est magnifique et ça sort le 17 janvier. Voilà, en salle. C'est Marocco. On va passer à celle de Julien, Moi Capitaine. Oui, de Matteo Garonne, qui est sorti il y a 2 semaines, c'est ça, 10 jours à peu près. Moi, j'aime bien Matteo Garonne. Je trouve que c'est un réalisateur qui est constant dans la qualité, qui est en même temps tout à fait éclectique. Tu vois, ses derniers films, c'est Tale of Tales, qui était un film omnibus avec des différents contes qui oscillait entre le merveilleux et le fantastique, voire l'horreur. Alors c'était inégal souvent, mais il y avait des choses incroyables dedans. T'avais des images, t'avais l'impression que c'était sorti d'une gravure du 19e. Enfin, c'était assez fou, quoi. Salma Hayek était super, elle avait un rôle, elle était incroyable, quoi. Elle mangeait un cœur humain à un moment. Tu l'as vu, Fabien? Ouais, j'ai vu. Bon, bref, il a fait ça, il a fait Dogman, qui est un super polar. Et ensuite, il a fait un Pinocchio qui a un peu passé inaperçu parce que le film devait sortir juste avant en France en tout cas, juste avant qu'on rentre au confinement, juste avant la pandémie de Covid. Et donc, il a été distribué un peu à la va-vite, je trouve, sur Prime. Mais il est encore sur Prime, je crois, le film. Et c'est étonnant, c'est une version de Pinocchio uniquement avec des comédiens maquillés. Il y a énormément de maquillage prosthétique en silicone et tout, avec des créatures hallucinantes. Il y a une femme escargot et tout. Donc voilà, ça c'était une autre typologie de film, parce que Dogman, pour le coup, c'était un polar un peu hardball, quoi. Et là, avec Moi Capitaine, il part sur autre chose, qui est donc un film très documenté, hein, c'est inspiré d'une histoire vraie et tout, sur le périple des migrants pour... arrivé en Europe. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Garonne n'a pas décidé de faire un film d'une part misérabiliste, et surtout il a décidé de s'éloigner du traitement très documentaire affilié à ce genre de film. C'est-à-dire que souvent, quand tu filmes des trucs comme ça, tu les filmes caméra à l'épaule avec une image un peu dégueulasse, ou en tout cas pas très travaillée et tout, et lui il l'a abordé vraiment comme une odyssée, il l'a dit, hein, Odyssée héroïque, hein. Voilà, exactement, c'est un parcours héroïque en fait d'un personnage qui en plus avec son copain, c'est l'histoire de 2 gars qui décident d'aller en Italie pour devenir des stars de la chanson. Donc c'est finalement, en plus, tu te reconnais complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de quitter leur pays parce qu'il y a la guerre ou des choses comme ça. Il a choisi justement 2 gamins, 2 ados, en fait, qui ont un rêve. Des jeunes ados, quoi, qui ont un rêve, comme des jeunes Français pour avoir le rêve d'aller bosser au Japon, aux États-Unis, j'en sais rien, quoi.
et qui donc vont affronter toutes les horreurs qu'ils ont affrontées pour arriver enfin finalement à la traversée de la Méditerranée, quoi. Et donc le film est une série d'épreuves, d'étapes comme ça, avec des monstres parfois, avec un périple dans le désert qui est absolument saisissant. Mon seul regret un peu sur Moi Capitaine, c'est que des fois Garonne il a décidé d'aller dans une imagerie un petit peu merveilleuse, et je trouve qu'il n'en avait pas besoin. Le merveilleux, le côté sidérant en fait de ces images était déjà là. Et le film se termine, je vous spoil, mais c'est pas vraiment un spoil, se termine juste avant qu'ils accostent en fait, qu'ils arrivent en Italie. Je vous dis pas dans quel état ils sont, je vous dis pas ce qui s'est passé auparavant, donc voilà, vous avez énormément de choses à découvrir, vous inquiétez pas. Mais le truc c'est que souvent quand tu vois ces gens-là, quand tu vois les immigrés, en fait tu vois juste ça, en fait tu vois les matelots surpeuplés, les gens misérables et tout, et en fait les gens qu'on va laisser en chemin, l'envers, c'est-à-dire que tu vois le parcours qu'ils ont parcouru, tu vois à quel point ils sont courageux, à quel point ils sont résilients. C'est aussi un film qui est moi que j'ai adoré parce que il sombre pas dans le côté manichéen de dire les mecs qui exploitent justement les immigrants clandestins comme ça, c'est vraiment des ordures. Non, il te montre juste des systèmes humains qui sont tristes et malheureux. Bon, il y a quand même des vraies ordures dans le film, et surtout il te fait ressortir le côté beau en fait de certains de ces personnages, quoi. Il y a beaucoup de surprises, c'est dur, mais c'est pas plombant. Et ça ouvre une vision en fait, du monde formidable. Costa Gavras avait aussi fait un film qui était un peu dans la même teneur, mais qui était pour le coup plus réaliste, avec une caméra machin et tout. Et je trouve que le film de Garonne a plus d'impact. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. J'ai trop parlé, désolé. Non, c'est passionnant. Mais en fait, le film est un carton énorme en Italie. Il est même présenté à l'école. C'est ça, exactement. Ils ont décidé de le présenter. Donc, moi, je déteste dire d'un film que c'est un film utile. Je déteste, ça me file des boutons. Mais tous les films sont utiles, toutes les œuvres d'art sont utiles et aucune ne l'est. Mais il y a un truc quand même où tu te dis, ça fait du bien, quoi. Tu vois, il y a la loi immigration qui est passée en France, il y a Giorgia Meloni qui est en Italie. Ça fait du bien de voir un film comme Le Capitaine, quoi. Voilà. Très bien. Et pour ajouter juste un petit peu de contexte, parce que Matteo Garonne a donné une longue interview là-dessus, il a recruté des acteurs dans des écoles de théâtre au Sénégal. Ils sont formidables. Qui sont apparemment formidables, qui ont aussi les mêmes aspirations que leurs personnages. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer, mais en tout cas, leur rêve, c'était d'aller en Europe, de devenir acteur. Et c'est plutôt réussi, puisqu'ils ont remporté quand même le Lion d'Argent à la Mostra de Venise. Donc voilà, c'est un film, comme tu dis, on n'a pas envie qu'il soit juste utile, mais c'est un très beau film qui prend la forme d'une odyssée héroïque. Moi, Capitaine, sorti en décembre. Très bien, c'est sûr. Janvier, je crois. Janvier. Ouais, ça vient de sortir. Enfin, peu importe. Dans le chat, on nous dit tiens, Oloron qui est de retour, qui dit j'aime beaucoup Matteo Garonne aussi. Deuxième reco, Pauvre créature. Oui, je l'ai pas encore vu celui-là, et c'est bizarre, mais moi j'aime pas le réal. J'aime pas Lanthimos, Yorgos Lanthimos. C'est vraiment une bête de festival, en fait, de concours à festival et tout. Moi, je sais que je m'étais profondément ennuyé, par exemple, devant The Lobster. Mais ça m'intéresse énormément. Alors, j'ai pas eu le temps de le voir, malheureusement. J'ai pas eu le temps d'aller au projet de presse et tout. Mais en fait, ce qui m'intéresse principalement dans ce film, c'est que c'est une relecture de Frankenstein, du roman de Mary Shelley. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, et plus spécifiquement, de La fiancée de Frankenstein, qui a un sous-récit à l'intérieur du Frankenstein de Shelley, et surtout qui a été représenté au cinéma plusieurs fois. Alors, évidemment, dans le film de James Whale, dans La fiancée de Frankenstein, avec Elsa Lanchester qui faisait la fiancée avec cette coupe absolument incroyable, qui est géniale, qui est trop bien. Et bref, et ensuite, le personnage a finalement été peu représenté. Je trouve que j'adore en fait j'adore Frankenstein, j'adore la créature, j'adore le parcours, tout ça. Mais j'adore aussi le concept de la fiancée. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ça en fait qui m'attire. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres films. Il y a eu Frankenstein créé à la femme, qui est un film de la Hammer. Je suis sûr que tu l'as vu, Fabien. Ah oui. Avec Peter Cushing. Il y a eu La Promise. Est-ce que tu te souviens de ce film avec Sting de Frank Rodham. Voilà. Avec Clancy Brown qui jouait la créature. Oui, c'est vrai. Et Jennifer Beals de Flashdance qui jouait la fiancée. Ouais. C'est vrai que Clancy Brown faisait le monstre. Tu as raison, j'avais oublié que Clancy Brown, c'est le méchant de Highlander. Bref, super acteur. Et
On a parlé d'Highlander, c'est bien. Et donc voilà, et il y a eu ça. Et il y a un autre film moi, que j'adore, qui est un film qui s'appelle Frankenhooker de Frankenhooker. Ouais, ça rigole. Il y a des connaisseurs dans la salle, c'est trop bien. Frankenhooker, c'est un réalisateur underground new-yorkais. Juste pour pitcher, Marie, je pense que ça va te donner envie. Donc le Frankenstein de Frankenhooker crée sa créature, donc sa fiancée de Frankenstein, donc un Frankenstein féminin, en faisant fumer de la drogue à des prostituées qui explosent. Et après, il récupère les morceaux de corps, il la coûte, tout ça. Bon, bref. Mais c'est un super film, c'est très étonnant et tout. Ça te donne envie, ça, TPK. Non, mais ouais, c'est original. J'ai pas fait beaucoup de médecine dans ma vie, mais je suis quasi sûr que ça marche pas comme ça. Non, tu verras, C'était le premier film à établir le concept que Frankenstein, donc le médecin, construisait la créature femme à partir de sa propre fiancée. Voilà, chose qu'on reverra dans la résurrection de Frankenstein de Roger Corman et surtout dans la version de Kenneth Branagh aussi. Ouais, avec Helena Bonham Carter qui était un monstre, mais dégoûtant. Quoi. C'était encore pire que. Bon, bref, du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai hâte de voir ce que Emma Stone, j'aime bien. Moi, cette actrice, je trouve qu'elle a eu un Golden Globe, là. Hein. Ouais, et elle a dans ce que j'ai vu, en fait, elle a une pantomime assez étonnante. J'ai hâte de voir comment va être son parcours. J'ai hâte de voir comment elle joue le monstre. En plus, il y a Willem Dafoe qui fait son créateur et qui a un maquillage prosthétique fait par Marc Coulier, qui est un mec qui a bossé sur les dernières saisons de Stranger Things en fait et qui a l'air incroyable, quoi, qui a l'air super beau avec une gueule complètement cassée, pétée. Enfin bon. Le film est cool. Hein. Tu l'as vu du coup, d'accord. C'est très étonnant. C'est mieux que ces autres. Là, c'est vraiment la fiancée de Frankenstein revue façon Voltaire, en fait, façon Candide. C'est vraiment l'odyssée d'une femme qui va se découvrir son corps et découvrir toute l'humanité. Oui, par exemple, il y a apparemment des scènes de sexe très intenses. Vraiment, je me posais la question un petit peu du confort qu'a eu Emma Stone sur le tournage. Apparemment, beaucoup. Elle a été très volontaire, hein. On va dire, là-dedans. Quoi. Elle a dit il faut qu'on fasse. En fait, Et plutôt, c'est dans une espèce de monde. Entre le steampunk et l'art nouveau et l'art déco. Visuellement, t'en as pour ton argent. D'accord. Okay. Par contre, il fait un petit peu son Kubrick et son Ken Russell parce que t'as du fisheye à mort, t'as du zoom. J'ai jamais vu autant de zoom dans un film américain depuis des années. Ça s'arrête pas, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que le personnage de Willem Dafoe, c'est le docteur, mais c'est aussi la créature. Donc c'est un personnage très très touchant, très très touchant. Super acteur. Bref, voilà. On l'aime. Eh ben, pour le côté un peu prix, 2 Golden Globe, Lion d'Or, je sais que t'aimes pas les prix, mais peut-être un Oscar pour Emma Stone. Bah ouais, mais c'est bien. Elle mérite. Ah ouais, franchement. Parce que je cite, elle se donne à fond. Et vous en avez pour votre argent. Ok, on note. Lloyd, de ton côté, Vermine, film de monstre aussi. Ouais, film de monstre. C'était le grand film de la fin d'année, c'est sorti le 27 décembre. Je pense que dans la salle, peut-être pas mal ont vu ce Vermine. Laser. On a eu le réal en fait. Et oui, c'est pour faire le lien avec l'autre émission, comme ça vous pouvez regarder en replay. Film de série B, très très bonne facture, de Sébastien Vanitschek, totalement assumé, qui a déjà réussi à séduire 160 000 personnes. Donc c'est beau, c'est beau quand même. C'est trop cool. 160 000, c'est trop bien. C'est génial. Ça prouve que c'est possible de faire des films de genre en France qui fonctionnent. On est dans un survival entre des gens bloqués dans une cité et une horde d'araignées agressives qui sont de plus en plus grosses et qui s'adaptent à l'homme. Oh, dégueu, j'entends. Ouais, c'est assez. Oui, vraiment, vraiment bien dégueu. J'aime pas les araignées et j'en ai eu pour mon argent dans la salle. Les effets spéciaux sont très très bien utilisés. Comment bien faire avec peu de budget, et à ce niveau-là, le film fonctionne très bien. L'idée aussi que tout se passe dans une tour, ça marche aussi vraiment bien. Et il y a un casting qui est quand même très bon. Moi, j'aime beaucoup Jérôme Niel, qui est à chaque fois excellent. Et puis, il y a la petite touche politique classique aussi du film de genre qui vient aussi un peu à la mode. Le film est vraiment intéressant. Il est pas, je dirais pas qu'il est parfait. Je trouve que les 2 tiers du film sont vraiment bons. Et le dernier tiers et la chute, moi, me frustre un petit peu. Mais c'est toujours ça avec ces genres de films. C'est difficile de finir. Tu voudrais en avoir plus. Tu voudrais que ça dure plus longtemps. Et c'est vrai que moi, je ne serais pas contre une suite pour encore explorer encore plus le côté Vermine. Donc c'était une très bonne surprise. Et pas de suite, il faut qu'il invente un autre. Voilà, j'encourage les gens à aller voir ce film parce que c'est encourageant de voir que nous, Français, pouvons faire ce genre de long métrage. La fin de l'année dernière, c'était quand même Vincent doit mourir, Vermine, Le règne animal, Mars Express. Mars Express. Gueule Noire. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui indiquent que le cinéma français de genre
se porte hyper bien. Ouais. TPK, un avis là-dessus? Vermine, moi, ça fait partie des gros impératifs, je dirais. Parce que vraiment, moi, c'est typiquement le genre de film qui me plairait pas mal. Donc là, je vous rejoins 100%. Règne animal, pareil, c'est aussi un film qui me plaît énormément. Donc je pense que la France, elle n'a pas forcément à rougir de ce qu'elle peut produire en termes de films de genre. Voilà. J'espère que vraiment, en plus de ça, Vermine aura le succès qu'il mérite. Parce que chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'en parle autour de moi, c'est en mode oui, banger. Fin de la phrase. Ouais. Let's go, quoi. Donc on va voir ça vite fait. Très bien. Ah ouais, moi je recommande à fond aussi, surtout que ça ramène aussi à un certain spectacle qui se perdait un petit peu, c'est-à-dire on a des personnages qui se mettent en mode collectif et qui luttent ensemble et surtout ça casse un peu la représentation habituelle qu'on a des cités, c'est-à-dire que là c'est des personnages qui s'aiment, qui sont solidaires entre eux, même le héros il veut sauver ses voisins, il n'est pas du tout dans une espèce d'individualisme à 100%. On n'est pas dans la tour, c'est ça que tu es en train de dire. La tour qui se passait vraiment dans une tour, le monde autour disparaît, tu passes ta main par la fenêtre, ton bras se coupe, c'est malheureux et il n'y a pas du tout de solidarité. Hein. Non. Voilà. Et le réal, il est sympa parce que moi qui ai peur des serpents, il m'a gâté juste pour le premier plan. Et après, il est passé aux araignées. Voilà. Ah oui, c'est bon à savoir. Du coup, ça m'a donné envie de revoir d'autres films d'araignées. Et donc, j'ai vu Arachnophobia. Chef-d'œuvre que j'avais pas vu depuis des années. Chef-d'œuvre. Et Par le réalisateur de Congo. Avec Jeff Daniels. Le réalisateur de Congo. Congo que j'ai vu en salle. Et C'est très ça. drôle. Et John Goodman est incroyable en dératiseur fou. Enfin, alors, je pense que Vermine, ils ont quand même vu Arachnophobia parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment fait écho dans les deux films. Est-ce que tu te souviens de la promo là d'Arachnophobia? La tagline, c'était en 1978, enfin dans les années 70, il y a eu Alien, non, je crois que c'était Les Dents de la Mer dans les années 70, Alien dans les années 80. Dans les années 90, il y aura Arachnophobia. Personne ne parle jamais d'Arakatak. Ouais, ça j'ai chef-d'œuvre aussi. Le vrai chef-d'œuvre. Ça, c'est chef-d'œuvre. C'est aussi très Avec Scarlett Johansson. Bah oui. Dans un de ses premiers Starship Troopers. Film d'araignée aussi quelque part. C'est vrai. C'est des araignées. Il y a tout. Il y a du scarabée qui fait du feu. Il y a Casper Van Dien. Des gros vers. Surtout, ouais. Ça, je retiens. Du coup, oui, tu as quelque chose à nous dire? Non, Tarantula, c'est ça que j'ai entendu. Tarantula. Avec Clint Eastwood. On nous dit aussi en janvier Les Chambres Rouges. Ouais, c'est le film qui me donne un petit peu envie. C'est un film québécois de Pascal Plante qui raconte l'histoire de deux groupies fascinées par un serial killer. Alors ça a un nom. Je ne savais pas. Merci Wikipédia. Ça s'appelle hybristophilie, quand des gens sont séduits ou tombent amoureux ou amoureuses de tueurs. D'ailleurs, dans l'histoire, Landru, donc c'est les années 20, un de nos serial killers bien français, il avait reçu plus de 800 demandes en mariage dans les années 20. Voilà, donc ça fait longtemps que ça existe. Même pour la promo, il y avait eu un documentaire sur Ted Bundy, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Netflix. Et même le community manager de Netflix avait demandé d'arrêter de dire Ted Bundy, il est trop beau, il est trop séduisant. Donc ça, c'est un truc qui est fascinant. Vrai influenceur, quoi. Vrai influenceur, Ted Bundy, ouais. Même mort. La page Tinder bizarre. C'est un bon plan. Et dans l'actualité, la Nordal Lelandais vient d'être papa en prison. Donc, voilà, super. Faites ce que vous voulez de cette info. Ouais, c'est vrai Donc il faut rebondir après ça. Et du coup, les chambres rouges. Donc les chambres rouges, moi je trouve ça a l'air d'être assez intéressant, et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, puisque je vais aller voir le film, il y a un petit côté à la Thésis d'Amenabar, et ça, pour ceux qui aiment Amenabar et l'horreur, Thésis, c'était quand même assez incroyable. Super. Donc il y a aussi une enquête qui va se créer autour de ces deux groupies. Donc ça, c'est le film qui sort aussi le 17 janvier. On nous dit dans le chat, en même temps, si tu prends Zac Efron pour jouer le Ted Bundy de Netflix, mais c'était ça aussi, Ted Bundy. Il y a eu aussi un très séduisant. Alors il y a eu le film avec Zac Efron, et puis surtout il y a eu le documentaire, et c'était là où le community manager avait dit s'il vous plaît, arrêtez les commentaires louant la beauté de Ted Bundy. Très bizarre, très bizarre. Peut-être avez-vous une reco, messieurs, Fabien, TPK, est-ce que vous avez peut-être un film qui vous a fait plaisir ces dernières semaines, ou quelque chose que vous projetez de regarder notamment? Les Bronzés 3, c'est mon moment. C'est Les Bronzés 3, ma petite reco. Rejetez un coup d'œil à ce film, parce que voilà, je crois, injustement saccagé sur le thème des réseaux sociaux. C'est tout. Pas forcément ça, mais je veux dire, moi je prends la défense de ce qu'il faut prendre la défense, je crois, et c'est ma petite reco personnelle. Si vous aimez des films sans prétention, avec des dialogues pas si bêtes,
avec des persos pas si couillons non plus. Parce que par exemple, Gigi, moi je suis désolé, c'est un personnage très intéressant. Je le dis. Tu vois, j'étais sur mon chat et je parlais de ça. Dans Avis désastreux ou pas? Pas dans Avis désastreux. J'étais sur mon chat et tout, machin. Je disais, ouais, personnage de Gigi, donc le personnage de Chazelle, moi, il me fait bien marrer parce qu'elle a cette posture de femme libérée. De femme libérée. Et on me dit, non, dans le chat, on me reprend, on dit, non, de femme délivrée. Et je suis en mode, ah, mais ouais, mais c'est vachement cool, en fait, ce que t'as dit là. Et j'ai commencé à remettre un peu le film dans l'ordre et je suis en mode, mais il est carrément plus intéressant que ce qu'on a voulu nous faire croire. Plus, c'est un peu drôle. En vrai de vrai. Il y a eu un super article de Jérôme Lachasse, qui est donc Jérôme Lachasse, grand journaliste spécialiste des comédies. Tous les étés, il y a les décryptages, les making-of de chaque comédie d'été qui sont souvent il choisit, on va dire, soit des beats, soit des films un peu mythiques de temps en temps. Et il y a eu Les Bronzés 3, où ça raconte les coulisses des Bronzés 3. C'est hyper intéressant. Voilà, donc moi c'est ma petite reco, c'est très très cool. En plus chaque personnage à son niveau, ils ont évolué, tu vois. Parce que je pense que n'importe qui a regardé Les Bronzés 1 ou 2, ou si vous l'avez pas fait, c'est pas très grave, mais faites-le quand même. Et genre, c'est un film qui te montre, les persos qui ont évolué, machin, tous à leur niveau. Moi j'aime bien. Super. Voilà. En plus c'est vachement c'était mon moment dans l'actu. Ouais. C'était pas forcément. Ouais, c'est vrai qu'il fallait trouver un film dans l'actu. Non mais c'est dans l'actu. J'avais pas. Le Splendide est revenu sur Netflix, voilà. Avec Le Père Noël est une ordure. Merci. C'est gagné. Merci. On est dans les Quel clous. talent. Fabien, peut-être un film, une reco que tu aurais envie de nous partager. Ouais, on peut parler d'une sortie Blu-ray. Oui, bah oui. Alors je vous recommande la sortie Blu-ray du film Golgo 13 The Professional qui vient de sortir donc en Blu-ray collector pour les 40 ans du film, donc grand film d'animation japonais réalisé par Osamu Dezaki, donc adapté du célèbre manga de Saito, donc lequel on suit une mission de Golgo 13, donc un film qui alterne violence, érotisme, moment contemplatif avec ce tueur à gages qui est aussi charismatique que volontairement inexpressif. Donc vraiment le film est un chef-d'œuvre absolu. Et c'était aussi un des tout premiers, peut-être même le premier film d'animation japonais à mettre des scènes de CGI. Alors ça pique un peu. Ça pique un peu, mais ça vaut pour le caractère expérimental. C'est historique. Du principe, et donc ça va me sortir donc en coffret collector chez des camarades à moi, donc des éditions Tanuko, qui viennent de sortir vraiment un coffret assez prestigieux, très très beau, avec de nombreux bonus, et c'est le premier de leur label, et j'espère que ça va leur permettre de lancer, de continuer leur collection. Voilà. Mais le film est cool, le manga est cool aussi, enfin c'est super Golgo 13 quoi. Et super générique, c'est vrai. avec une super chanson de city pop avec de la stop motion dedans, c'est trop bien. Très Le master est super. Bien, écoute, on se le note, et je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé de ce qui finalement nous réunit aujourd'hui. Un film qui réservé, Marie. Mais oui, mais qui a un peu créé, qui a fait l'effet d'une bombe, parce qu'il n'est sorti que quelques jours chez nous, et il revient, ça y est, fin janvier, c'est Godzilla Minus One, j'y tiens. Godzilla Minus One, et c'est le grand angle du jour, on a un minute. Le film ressort donc, le tout premier, souvenez-vous, c'était en 1954. Bravo, la régie, il a répondu aussi, je l'ai entendu, ils sont bons. 1954, Godzilla débarque, déchaîné sur le monde, et c'est le premier film de Toho. Japon, oui, mais il se déchaîne dans le monde parce que c'est un succès, c'est une licence hyper emblématique, au point que même un hôtel existe à Tokyo avec sa tête géante dedans, et à certaines heures de la journée, elle crache de la fumée. Shinjuku Grasserie Hotel. C'est vrai, tu y as dormi. Allez-y. Non, mais on peut pas le battre. Je suis allé, j'ai pas dormi, mais j'ai visité donc la fameuse terrasse où il y a la tête géante de Godzilla, et en fait il y a une espèce de petit trou, où en fait tu passes ta main et ça le fait rugir. Allez-y. Voilà. Il y a des chambres thématisées à l'intérieur. Oui, il y a des chambres thématisées. Il y a la chambre Mecha Godzilla. Et je crois que c'est dans les toilettes en fait, où c'est redécoré comme si tu pilotais. Donc en faisant caca, tu peux simuler que tu pilotes, mais c'est le Japon. C'est quand même un but de ma vie d'y aller. T'as une chambre thématique avec que les storyboards aussi. Ouais.
Et t'as une chambre Godzilla. Avec les affiches, avec les affiches. Voilà. Et d'ailleurs, dans le hall, vous avez la frise. Parce que c'est au rez-de-chaussée de l'hôtel, il y a le Cinéma Toho. C'est ça. Qui est donc le studio de Godzilla. Et dans le hall, le lobby de l'hôtel, vous avez la frise avec tous les films, des mini-Godzilla un peu partout. C'est quand même assez mignon. Ça coûte une blinde de dormir là-bas. Mais en tout cas, allez le voir si vous êtes de passage à Shinjuku. Et par contre, il faut prendre une conso avant d'aller à la terrasse. Parce qu'en fait, vu que c'est à côté du bar de l'hôtel, il faut boire... Oui. faut boire un petit demi ou un petit café. Clairement. On nous relance des jingles. Ça teste des choses. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Si tu as envie de le relancer, vas-y. Fais-toi plaisir. Du coup, on va pas parler peut-être des films pas ouf de Godzilla, parce qu'il y en a eu quand même. Non. J'en sais rien, je sais pas, on va voir. Ne me regarde pas, Fabien. Bah si. Il est pire que moi. Il y en a une trentaine, nous dit-on. Toi, tu veux pas passer la fin de la soirée. Mais en tout cas, on est assez tous d'accord que Shin Godzilla était quand même génial. Et qu'il aura fallu attendre quand même 7 ans pour qu'une nouvelle bombe débarque. Oui, mais pour plusieurs raisons. Enfin, tu m'arrêtes tout de suite si je dis des conneries. Arrête. Mais en fait, c'est que déjà, ils ont le contrat parce que le personnage, il le partage entre la Toho et Legendary. Et du coup, en fait, la Toho ne peut pas sortir un Godzilla exactement quand elle veut s'il y a un film Legendary qui est en production, etc. S'il y a un Godzilla cross Kong, cross Sharknado... Donc, ils laissent faire les États-Unis faire leur crotte. Et puis, eux, ils font leur bon film de leur côté, les Japonais. Donc, il faut attendre. Et ça, il y a eu le Covid aussi, mine de rien, qui a aussi retardé la conception du film et la sortie du film. Et puis tout simplement, moi je trouve aussi qu'ils ont pris le temps, quoi. Ils auraient pu capitaliser sur le succès historique, vraiment, de Shin Godzilla, en tout cas au Japon. Il n'est pas sorti vraiment dans le reste du monde, en tout cas pas dans les pays occidentaux. Je ne sais même pas s'il est sorti aux États-Unis. Il y a une toute petite sortie, non, c'est ça ? Sur Shin Godzilla. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il est sorti en DVD, en disque. Il est arrivé 2 ans après, entre 2016 et on va dire 2018, il est arrivé un petit peu dans tous les pays, en tout cas sous une forme ou une autre vidéo. Mais c'est vrai que pour compléter ce que dit Julien, il n'y a pas eu de gap finalement entre Shin Godzilla et Godzilla -1, puisque effectivement Legendary a continué à sortir des films aux États-Unis, que ce soit Godzilla 2, King of the Monsters, Kong versus Godzilla qui a été retardé à cause du Covid, mais il faut savoir aussi que la Toho a opéré depuis maintenant, finalement depuis la sortie du film de Gareth Edwards, une toute nouvelle stratégie autour de sa marque. C'est-à-dire que maintenant, ils essaient d'occuper le terrain sur tous les niveaux et sur tous les supports, sur toutes les plateformes, puisqu'on avait eu une trilogie d'animation en 3D qui était sortie au cinéma au Japon mais sur Netflix à l'international. On avait aussi une autre série d'animation, Godzilla Singular Point. Donc ils essaient finalement d'utiliser la licence pour rassembler de nouveaux publics, de nouveaux spectateurs un peu partout dans le monde, plutôt que de faire des films chaque année au Japon un petit peu on va dire de manière précipitée, ce qu'ils faisaient par le passé en fait. Et il faut savoir que maintenant, chaque année au Japon, il y a un Godzilla Fest, qui est un événement annuel où ils produisent des courts-métrages avec les techniques traditionnelles du tokusatsu, donc avec des hommes costumés. Et c'est visible sur YouTube si vous voulez le voir. Donc du coup, du fait qu'en plus maintenant la Toho a une chaîne Godzilla YouTube, maintenant, avec la mondialisation et comme tu as dit, le monde étant tout petit, maintenant la licence elle est protéiforme et ils peuvent toucher tout le monde en même temps et tous les publics. Il va y avoir même des livres pour enfants Godzilla qui sortent prochainement. Mais c'est vrai qu'en plus là, vu que c'est les 70 ans de la franchise en fin d'année, là ils ont joué toutes les cartes. Et le prochain film de Legendary Pictures, donc le Godzilla X Kong The New Empire, qui va clairement être un film plutôt, on va dire, tout public, type nul. Aventure. Plutôt nul. Voilà, non, ça va être plutôt nul. Non. Plus la série Monarch, on va dire que là, ils vont toucher, on va dire, plutôt un public familial occidental, mais qui va encore une fois pérenniser la franchise et amener plein d'argent, plein de sous à la Toho. Et on va dire que les films Godzilla qui comptent, qui vont être plus rares, mais qui vont être faits maintenant tous les 5 ou 10 ans, comme le cas de -1, c'est le Japon qui se les réserve. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant pour des otaks comme Fabien, qui est pire que moi. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Vous étiez là avant. Mais voilà, mais en fait, ce qui est marrant ou pas, mais nous, il y a eu une époque où c'était très compliqué, en fait, déjà de voir les Godzilla, et puis d'en parler, de trouver un public, en fait, pour qui ça parle vraiment. C'est-à-dire que c'était un truc un peu flou, Godzilla, on savait que c'était un gros monstre, qu'il était au Japon, et que, en gros, c'était un mec costumé qui écrasait des maquettes, quoi. Ça s'arrêtait un peu là, quoi. Et c'est vrai que la perception, en fait, du grand public du personnage et des films a complètement radicalement changé. Après,
le succès de Minus One reste une énorme surprise. Et je pense pour la Toho, les premiers, à mon avis, s'attendaient pas du tout à ce que ça devienne ce mini phénomène, quoi, vraiment. Alors, c'est américain aussi. Justement, voilà, ça s'est lancé le 7 décembre, 80 millions de dollars à l'échelle mondiale. Alors, c'est pas du tout comparable avec des sagas de Warner Bros. Et Legendary, mais du coup, Toho, ils n'ont pas cette ambition. Ils ont l'ambition plutôt de faire des très très beaux effets spéciaux. D'ailleurs, ils sont shortlistés pour le titre, justement, dans différentes cérémonies qui vont récompenser justement cet aspect-là. On va se mater le trailer. Sans son, j'imagine, parce qu'on est sur Twitch et qu'il fait aussi. Allez, vas-y, c'est bon, balance. On n'a plus rien à foutre. Balance le jingle avec, si tu veux. J'en ai pas juste pour le trailer. Merde. Je suis désolé, j'y penserai pour la prochaine fois. Yes. Incroyable. Godzilla Minus One. Voilà. Ils ont le dernier mot. Franchement, le trailer, il envoie du bois. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, on parlait des films de Legendary, les films américains, c'est environ 150, 200 millions de dollars de budget. Ça, c'est moins de 15. C'est un dixième du budget, quoi. C'est un dixième du budget, quoi. C'est fou. Le trailer, elle envoie, hein. Le trailer est fou. La promo vraiment te vend ça en plus comme un film destiné à l'international. C'est-à-dire t'as les money shots, t'as la gravité, t'as ce ton qui est presque un peu américain. Même certains money shots, tu vois Godzilla qui passe sous l'eau, ça rappelle un peu l'esthétique du film de Gareth Edwards. Donc ils savent sur quel bouton appuyer pour que ça marche à l'international. Tu vois. Et puis même terminé par le plan avec l'épine dorsale qui s'allume. Là, c'est en gros... Pour les fans hardcore comme moi, genre on n'a jamais vu son épine dorsale grimper comme ça. Ah ouais, il faut voir le film absolument. Donc il se gonfle quoi, parce que voilà, il gonfle. À l'intérieur, il y a un truc en train de c'est pour les fans hardcore, c'est. T'as pleuré? On est des gros pigeons quoi. Est-ce que t'as pleuré? Est-ce que t'as chialé un peu quand même? Pas chialé, mais j'étais content de ce que j'ai vu quoi. Et maintenant il y a des gens qui comparent la scène de train du film avec celle du dernier Mission Impossible. Genre, il y a des gens qui se font des petites comparaisons. Non, mais ça fait partie des. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Fabien. C'est un hommage au film original, non? Il y avait cette fameuse scène de train aussi. Il y a un travail autour de ça. Sauf que là, enfin, il faut pas spoiler. Non, on va dire il va plus loin, quoi. Le parcours clé, le parcours de Godzilla, on va dire, reprend les étapes clés du film de 54, on va dire. Voilà, mais après, c'est pas du tout la même histoire, c'est même pas la même décennie. Pas du tout. C'est une toute nouvelle histoire qui on peut le dire. Il n'y a pas besoin de voir tous les films Godzilla. Non, là pour le coup, en plus ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y avait Shin Godzilla et celui-là, maintenant la Toho ne veut plus
faire de films Godzilla avec des réalisateurs formés ou contractualisés au sein du studio. Maintenant, ils veulent prendre des gens de l'extérieur avec des visions très spécifiques de cinéma, ce qui était d'ailleurs le cas même de Godzilla Final Wars à l'époque. Justement... voilà. Mais en fait, le point commun que Anno, Higuchi et Yamazaki peuvent avoir, c'est que ce sont des gens aussi qui ont travaillé dans l'animation. Et mine de rien, le fait de faire venir des gens de l'animation, ça change complètement la donne parce que ce sont des gens qui savent penser les plans. Tu parleras des termes techniques, Julien, mais c'est vrai qu'ils savent penser en termes d'image choc, d'image clé, et puis surtout ça permet aussi de faire venir des fans de l'animation. Il y a ça, puis il y a aussi un autre truc, c'est que si tu veux, les Godzilla, ça a toujours été des créations un peu bicéphales, c'est-à-dire que tu avais le réalisateur qui s'occupait des scènes live, mais les Gamera c'était un peu pareil, enfin pas les vieux, bref. Mais tu avais toujours le réalisateur qui s'occupait des scènes avec les comédiens, et puis tu avais une équipe qui s'occupait des scènes avec les mecs en costume qui écrasaient les maquettes pour notre plus grand bonheur. Et en fait, les deux, alors parfois, c'était des collaborations merveilleuses. C'était le cas de Ishiro Honda et Eiji Tsuburaya sur les premiers Godzilla. Ou Hideaki Anno et Shinji Higuchi, mais c'est des mecs qui se connaissent depuis très longtemps. Anno, évidemment, c'est le créateur de Evangelion, et Higuchi avait été storyboarder sur une partie de la série. Et là, en fait, ils ont eu aussi, je pense, l'intelligence de prendre un réalisateur. Alors que moi, j'aimais pas trop ses précédents films à ce mec. C'est le réalisateur de Doraemon. Il a fait des gros trucs. Il a été surtout reconnu pour Very Turner. En fait, c'était son premier gros coup d'éclat. Nul. C'était nul. Il faut aimer cette période bizarre des films post-Matrix. Oui, même si c'était un mauvais il y a du rigolo post-Matrix. Il y a The One avec Jet Li, ça c'est cool. Et puis il y a ça c'était pas. Bon, et faut arrêter de geeker. Et donc il y avait et en fait qu'est-ce que je disais du coup, merde. Et lui en fait par contre mais son avantage à ce gars, c'est que quand il faisait Battleship Yamato, qui était une espèce de space opéra, si tu veux, il endosse à la fois le rôle de réalisateur basique, et il est souvent superviseur ou consultant des effets visuels en plus de travailler dans l'animation, comme le disait Fabien. Et là du coup dans celui-là en tout cas, mais comme c'était le cas dans Shin Godzilla aussi, il y a une cohérence totale en fait entre les scènes avec les effets spéciaux et les scènes avec les comédiens, et ça donne des séquences qu'on n'a jamais vues dans les Godzilla. Il y a un truc qui est intéressant, parce que Godzilla est une créature marine, il vient de l'océan et tout, mais ça a toujours été un problème en fait dans le KUGEGA, les scènes marines ou sous-marines. Il y en a finalement très peu et quand il y en a, c'est pas toujours très réussi. Très beau, Enfin moi j'aime bien, c'est rigolo parce que je suis un déviant, mais bon c'est. Ouais, mais quand t'as un acteur costumé qui ne peut pas nager avec le costume, forcément ça devient un petit peu. En fait les mecs ils marchent dans un bassin puis ça s'arrête là, puis quand c'est des scènes sous-marines, en fait c'est une techno qui s'appelle. Fais voir comment il marche. Ça donne un peu. Oui. Non mais et quand c'est des scènes vraiment sous-marines, c'est une techno qui s'appelle Dry for Wet en fait, où ils sont juste dans un plateau en fumée, si tu veux, avec des petites bulles, des fausses bulles, tout éclairé en bleu, puis on fait comme si on était sous l'eau. Bon bref, il y a des trucs cool, mais ça marche pas hyper bien. Là, en fait, ce qui est super, c'est que grâce à l'évolution des technologies numériques, et aussi parce qu'il connaît son métier, il y a des vraies grosses scènes, en fait, où Godzilla est dans l'océan, qui est donc dans son élément, et affronte les humains. Et ça, c'est inédit. Enfin, c'est génial, de voir ça. Enfin, les humains. Moi, j'ai pleuré. Il le dit pas, moi, je le dis. T'as chialé. Ouais, en plus, ils ont une bonne idée par rapport à la taille du monstre. Au début, Godzilla, dans les premiers films, il fait 50 mètres. Puis ensuite, ils l'ont grandi dans les films des années 90. Ils l'ont passé à 120, 150 mètres. Là, ils l'ont ramené à 50 mètres. Du coup, ça permet des interactions plus directes avec les humains, comme cette scène qu'on peut voir avec le bateau, là, qui est vraiment un des premiers gros climax du film et qui est peut-être une des meilleures séquences du film. Ouais, c'est clair. Et qui, justement, permet à Godzilla d'avoir des interactions avec les humains dans son environnement naturel. Fabien, qu'est-ce qui dit pour toi ce film-là sur le Japon actuel ? Puisque chaque Godzilla parle du Japon. Oui. Qu'est-ce qui dit celui-là pour toi ? Disons que là, c'est un nouveau cas, puisque je pense que c'est le premier vrai Godzilla qu'on peut qualifier comme film d'époque maintenant, puisque c'est un film qui se passe vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça commence en 1945, alors on ne va pas spoiler le film. Mais disons que c'est un film qui interroge plutôt la culpabilité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque le héros est un pilote de kamikaze déserteur. Et donc, voilà, donc on ne va pas aller plus loin. Non, le film commence là-dessus, mais voilà, on ne va pas aller plus loin. Mais disons que l'apparition de Godzilla sur les terres japonaises est quelque chose qu'il aurait pu éviter,
mais voilà, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. En fait, c'est quelque chose qui dit dès le début du film. En fait, c'est un peu compliqué, mais on va dire que l'apparition de la créature est toujours on va dire le résultat de la bombe atomique. Ça change pas, mais on va dire que on a trouvé un moyen de connecter l'apparition de Godzilla à un drame humain très spécifique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intime en fait. Tout en amenant la problématique de la reconstruction, de la résilience japonaise. Mais ça, c'est une première, le fait de le rattacher à un événement humain. C'est surtout que, en gros, ce que te dit le film, il te dit, et surtout pour enfin, tu vois, il y a les kamikazes, il y a une grande résurgence, en fait, notamment des nationalistes japonais qui disent, les kamikazes, c'était vraiment des héros de guerre, quoi. Et là, en fait, ce que dit le film, enfin, ce qu'il essaye de communiquer, je pense, aux Japonais, c'est de dire, mais il faut arrêter avec le sacrifice, en fait, c'est pas bien, quoi. Il faut choisir la vie, en fait. Au bout d'un moment, il faut accepter d'affronter ce qui va pas. Arrêter d'essayer de résoudre ça en se disant je me sacrifie donc c'est bien, j'ai été noble, j'ai été droit dans mes bottes jusqu'au bout, et puis il faut affronter la vie en fait, et avec toute sa complexité et toi toutes les ambivalences que tu as par rapport à ça, quoi. Et là où il y a un point commun aussi, je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi Fabien là-dessus ou Lloyd, mais il y a un point commun aussi avec Shin Godzilla, c'est qu'ils disent le salut du Japon. Parce qu'il parle du Japon d'aujourd'hui, comme dans Shin Godzilla, le salut du Japon ne viendra plus de l'État, en fait. Voilà. Il faut qu'on réussisse à trouver une alternative, qu'on réussisse à se constituer dans une espèce de société alternative, peut-être un peu plus anard, pour réussir à s'en sortir, quoi. Parce que si là, on s'en sort pas, quoi. C'est trop la merde. Ouais, voilà. Donc, une fois, on va pas aller dans le fond du film, mais l'idée, c'est de faire clairement un distinguo entre l'action citoyenne et la responsabilité du gouvernement. Et encore, dans Shin Godzilla, ils arrivaient à trouver un terrain d'entente entre les deux, mais bon, même si c'était pas... voilà, il fallait clairement que la jeunesse prenne le truc à bras de corps et dire aux vieux... je revois la scène du ramen dans Shin Godzilla. En gros, il faut que la nouvelle génération prenne le relais et se distinguer du gouvernement. Et là, c'est quelque chose qui est peut-être encore plus signifiant dans ce film-là. Ce qui, moi, m'a étonné du fait des films précédents du cinéaste. Alors, moi, j'avais un terme, je disais que c'était presque un film nationaliste, pacifiste, anti-guerre. C'est très, très bizarre, vous verrez le film. Mais bon, bien sûr, il y a aussi la place des Américains qui est pas interrogé dans le film, mais qui à un moment donné est posé là et on n'en parle plus. Mais vous verrez, encore une fois, c'est très. Oui, mais c'est pas leur problème. C'est pas le problème. Voilà. C'est pas le problème parce que le film est à la fois. C'est pas un film historique, mais on est presque dans l'Uchronie. Et en même temps, ça tient des événements historiques, puisque originellement, la création de Godzilla est la résultante d'un événement qui a eu lieu en 1954, c'est-à-dire il y avait un navire de pêche qui était le Dragon Chanceux numéro 5 qui s'était aventuré dans l'atoll de Bikini, qui était une zone de test de l'armée américaine, sauf que les pêcheurs qui étaient à bord de ce bateau ne savaient pas que c'était une zone de test de bombes à hydrogène, et ils se sont pris toute la déflagration d'une bombe qui venait d'exploser dans l'océan, et du fait ils ont commencé à développer des maladies à cause de la radioactivité. Il y a même l'opérateur radio qui est mort, et c'est cet événement-là qui a servi de base historique à la création de Godzilla, parce que le film de Ishiro Honda commence par l'attaque de différents navires par une phosphorescence qui vient de l'océan. En fait, il s'agit de Godzilla. Dans Godzilla -1, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. Moi, j'avais la sensation... J'ai pas vu tous les Godzilla et du coup c'est hyper intéressant d'en parler avec vous, parce que moi j'avais la sensation que Godzilla c'est une créature, mais c'est la fatalité, quoi. Oui, c'est tous les 2 jours il peut y avoir un tremblement de terre, un tsunami. Il y a ça aussi. Voilà, des plaques tectoniques qui bougent, et c'est la merde au Japon. Et on sait pas ce qui peut sortir de l'eau, mais voilà, on croise les doigts. Et j'avais la sensation que c'était un peu ça aussi. C'est ok, il y a un énorme truc qui nous tombe dessus, mis en fait en plus vraiment en contraste avec une société qui est hyper carrée. Tu les vois, ils sont propres sur eux quand ils courent, même quand ils courent, ils sont propres. Il y a des débris, ils sont propres. Ouais, ils crient pas. Tu vois, ils sont. Ils courent, mais Japon, tranquille, mon ref. Et je trouve que c'est encore plus violent du coup à voir. Il y a ce côté, ils sont pas égratignés, sales, etc. Ils prennent la catastrophe de plein fouet, quoi. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a quand même une radicalité qu'on retrouve pas du tout dans les récents Godzilla ou même dans la série télé. Moi, ce que je trouve, et du coup, c'est assez intéressant de le comparer aussi avec les productions américaines
ou dans celui-là, même, moi je trouve qu'il y a une plus grande radicalité, même au niveau des corps, au niveau de ce qui se passe pour les civils qui subissent Godzilla, comparé à ce que nous fait Legend of qui est quand même assez déceptif sur du long terme, quoi. Il y a une peinture aussi du Japon d'après-guerre. Moi, j'ai pas pu m'empêcher sur certains plans à penser à Gênes d'Hiroshima, en fait. Je sais pas si ça fait ça aussi, Fabien, mais il y a un truc, c'est vrai, tu vois, quand tu vois Tokyo rasé. Et moi, j'adore, en fait, le fait, je pense que la taille de Godzilla découle de ça, en fait, c'est que tu es dans une ville qui est en pleine reconstruction et qui doit affronter ses propres démons. C'est ça qui est génial avec Godzilla. C'est pour ça aussi que c'est un personnage qui a survécu autant et qui s'est réinventé constamment, c'est qu'il sert de catharsis à chaque fois, donc il représente une nouvelle chose, quoi. Oui, c'est marrant parce que effectivement, c'est-à-dire que même dans ce film-là, 70 ans après le début de la franchise, il ramène de la thématique mais encore de la nouvelle thématique. Déjà, en plus, le film est aussi ancré dans une tradition du studio Toho qui, pendant très longtemps, a fait ce qu'on appelait des senso eiga, donc c'est des films de guerre, mais de bataille navale en fait. Et Eiji Tsuburaya, le spécialiste des effets spéciaux des premiers Godzilla, sa spécialité c'était les miniatures, mais les miniatures d'avions et de navires. Et donc là, d'une certaine manière, on revient à cette tradition-là, c'est-à-dire que je pense que Eiji Tsuburaya, il aurait kiffé de voir ce film-là, notamment pour le dernier tiers, mais bon, encore une fois, je n'en dis pas plus. Mais aussi, il y a aussi toute la dimension de ce que le soldat ramène avec lui de la guerre. C'est-à-dire que le soldat ne peut que cohabiter avec cette guerre qui reste ancré en lui et dont il ne peut pas se débarrasser. Alors, parce que le héros, il a le syndrome post-traumatique, mais il a le syndrome du survivant, donc il ramène plein de choses en lui. Et ça, c'est passionnant parce que on va pas parler de Rambo, mais c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de films très récents qui parlent du soldat japonais survivant. Je pense par exemple au remake de Fire in the Plane de Shinya Tsukamoto. Je parle même à Onoda, qui est de Arthur Harari, qui est comme ça. C'est un personnage qui ne veut jamais finir la guerre ou qui la porte tout le temps en lui. Et pareil, ça ramène aussi au parcours de Eiichiro Honda, le réalisateur du tout premier Godzilla, qui était officier de l'armée impériale. À un moment donné, il a fait plusieurs campagnes en Mandchourie. Il avait été même à un moment donné superviseur de maisons de confort pour les officiers japonais qui couchaient avec des prostituées coréennes ou chinoises, donc il devait gérer des trucs très 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 durs. Et il a été fait prisonnier en Chine et il est rentré au Japon en 1946 en passant par Hiroshima. Et il a vu les ruines d'Hiroshima, il a compris que il fallait stopper. Enfin, la guerre était finie, mais on va dire que la vision de Hiroshima détruite, ça on va dire, donné naissance à sa conception pacifique du cinéma pacifiste, et donc naturaliste du premier Godzilla. C'est marrant parce que c'est un film qui s'inspire aussi de beaucoup du Monstre des Temps Perdus. Qui était un film américain, des premiers films avec des effets spéciaux dans Harryhausen, image par image et tout. Et c'était un monstre réveillé par une bombe atomique, très vaguement inspiré d'une nouvelle de Ray Bradbury. Et c'est marrant de comparer, en fait, c'est marrant ou pas, je sais pas, c'est intéressant, c'est éloquent de comparer en fait ces deux films. C'est pas un mauvais film, Le Monstre des Temps Perdus, mais il y en a un qui est fait par ceux qui ont lâché la bombe et il y a l'autre qui est fait par ceux qui l'ont reçu. Et je pense que c'est ça aussi le premier Godzilla, et c'est aussi un peu ce qui se transparaît là, c'est-à-dire que tu peux faire un film de Godzilla réussi quand tu as vécu de l'intérieur un truc, quand tu as un truc à sortir en fait qui est tellement monumental. Et le premier Godzilla, je sais même pas si... moi j'ai parfois l'impression que la noirceur extrême du film, elle n'est pas accidentelle, mais il y a un truc qui est presque malgré eux. De toute façon, le film allait être extrêmement noir, en fait, comme ça. C'est très surprenant. De toute façon, on peut faire une radiographie de la société japonaise avec toute la saga Godzilla. C'est-à-dire que quand vous prenez un film des années 50, 60, 70, 80 ou 90, vous pouvez saisir dans quel état le pays se trouve en fait. Mais pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est les films américains de Godzilla sont par essence moins pertinents dans la mesure où les Américains vont toujours se déresponsabiliser de la question du nucléaire. C'est-à-dire quand on a eu le Godzilla de Roland Emmerich en 98, c'est simple, c'était des essais nucléaires français, donc c'est la faute à Jacques Chirac. Et dans les films de légende, c'est vrai, ça. oui. C'est vrai. Ça rappelle les choses. Non, pas trop dans le film de Edwards. Parce que moi, je m'étais toujours demandé pourquoi ce film avait été boudé à l'époque. En fait, tout le monde dit, chaque fois que je parle de ce film-là, tout le monde s'en va. Tout le monde quitte la conversation. Ça ou les bons étroits. Et les gens s'en vont de la conversation. Et je dis, mais quand même, c'était marrant à la fin, il y avait les bébés Godzilla et tout. Et ça, non ?
du coup. Techniquement, ça reste quand même très réussi, ce film. Okay, Après, c'est juste que thématiquement, c'est comme si on te disait on va faire un film de Spider-Man où Spider-Man a un costume vert et jaune et il grandit en se transformant en araignée. En fait, c'est juste hors sujet par rapport au personnage. Mais après, moi, avec le temps, je l'aime bien, ce film. Et surtout, ça donnait un super dessin animé, surtout. J'en apprends des choses, moi, ce soir. Ouais, alors le dessin animé était cool. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que Godzilla, on est obligé de rester, parce que la dernière phrase que tu as sortie, elle est très marrante, c'est on est hors sujet parce que c'est pas le perso. Mais est-ce que, justement, c'est pas aussi là-dessus qu'on attend Godzilla, c'est-à-dire à un moment donné où on va partir hors sujet? Ça dépend, mais bon, on peut difficilement détacher le personnage du contexte nucléaire. En fait, même si dans les films de Legendary Pictures, on nous dit que les essais de bionucléaire de 1954 ont bien eu lieu, mais pour détruire Godzilla qui existait déjà, en fait. Donc, merci le nucléaire américain de nous sauver la vie à chaque fois, quoi. Après, tu verras, si tu vois des Godzilla des années 70, ce Godzilla, il devient carrément gentil et il se bat contre des monstres qui incarnent d'autres types de menaces, comme la pollution, ce genre de choses. Donc, bon. Effectivement, ils étaient obligés de se détacher du nucléaire négatif dans les années 60, du fait que le Japon connaissait un boom économique sans précédent, le nucléaire commençait à s'installer de manière positive avec les centrales et tout ça. Donc du coup, un monstre qui a incarné les menaces de la décennie précédente, ça n'avait plus du tout de pertinence, en fait. Donc il fallait évoluer faire changer le personnage pour finalement le ramener en mode méchant dans les années 80. Ça, et puis c'était les époques aussi de l'enfant roi, quoi, tu vois, où il y a même des Godzilla où c'est un enfant qui est carrément en lien avec Godzilla et lui il vit des aventures parallèlement aux aventures de Godzilla et tout, quoi. Il fallait vendre Godzilla pour le petit Koichi, 6 ans. C'est ça, exactement. Ah ouais, oui. Mais même encore maintenant, hein. Moi je me rappelle au Japon, j'avais vu un salon de coiffure, les gamins se faisaient coiffer, se faisaient couper les cheveux, et on leur passait du Ultraman. T'imagines devant, c'était génial, quoi. Ils se faisaient coiffer, j'avais envie de me faire coiffer dans ce... Pour du Ultraman. Alors justement, avant de lancer l'œil, j'allais vous demander la pérennité de cette franchise. Est-ce qu'elle est due aussi à du marketing avec du merchandising, des jouets, des machins? Vaguement. Ah bah oui. J'ai jamais vu genre des vitrines remplies. Moi, ma jauge, c'est les machines à pince au Japon. C'est full Pokémon, statue One Piece et compagnie. Je n'ai jamais vu un Godzilla. Donc je me dis, est-ce que ça fait encore kiffer les enfants de jouer avec des Godzilla, avec des kaiju, avec voilà. Je pense qu'ils vont bien manger cette année chez Bandai encore. Ils vont en bouffer. Je pense que là, ça va être les amis de chez Bandai. Ça marche. Il y a même des petits courts-métrages Godzilla qui sont produits pour les pachinko aussi. Je ne vais pas dans ce genre d'établissement, ok? Non, mais c'est vrai qu'ils trouvent des solutions pour rendre le personnage, on va dire, action figure friendly. C'est-à-dire que dans le prochain film du Monsterverse, là, ça va être un Godzilla bleu avec une épine dorsale rose. On peut déjà voir les pubs pour les figurines sur Instagram, quoi, tu vois. Et même Mais il est vraiment comme ça? Dans le film, il sera comme ça. On a eu un Sangoku aux cheveux bleus. Alors ah oui, quel enfer. Okay. C'est Godzilla Super. Les chiffres positifs de Kong versus Godzilla devaient beaucoup au merchandising. Ah bah de toute façon, c'est un film pour les enfants, hein, donc c'est un cartoon, Godzilla. C'est un film pour personne. Mais si pense. Tais-toi. C'est horrible. Pense à ton fils. Ouais, bon, c'est vrai, il a aimé en plus. Putain, c'est vrai. Mais ma fille n'a pas aimé. Lloyd, qui ne parle pas beaucoup quand même, je suis sûre que tu as beaucoup de choses à dire sur cette créature dont l'épine dorsale a l'air beaucoup d'exciter ces deux personnes adultes, je le rappelle. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce dernier Godzilla, j'ai pas tout aimé, mais j'ai trouvé que c'était très bien quand même. Je trouve que toutes les séquences avec Godzilla, c'est exceptionnel. Et vraiment, il faut y aller pour ça. Donc, heureusement, vous êtes là pour voir ça. Je suis moins sensible à toute la partie entre les moments où il n'y a pas le monstre, où je ne suis pas très concerné par les problématiques du personnage principal. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est en constat d'échec, ce personnage, un peu comme le héros des Dents de la Mer. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut relier aussi avec d'autres grands films de monstres. Et ce qui est marrant, c'est donc le design de ce Godzilla me fait beaucoup penser à une bande dessinée argentine qui s'appelle Mega, que je vous recommande, qui est faite par Salvador Sanz. Et en fait, il y a totalement ces espèces d'embranchements bizarres avec des monstres dignes de Godzilla. Et ça m'a vraiment surpris de voir ce design de Godzilla, très proche de cet auteur de bande dessinée argentine, qui est en train un peu de percer en ce moment. Et ça m'a bien plu. Après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils arrivent encore à nous surprendre. Voilà. Et ça, c'est dingue sur une franchise de 70 ans.
de se dire on connaît déjà l'histoire, on sait comment ça va plus ou moins se terminer. On n'est pas surpris en tant que spectateur qu'on a déjà vu 3, 4, 5, 6 films Godzilla. Mais par contre, ils arrivent les réalisateurs japonais et puis la franchise arrive à se renouveler. Et c'est intéressant parce que finalement, on vit une ère où on est entouré que de franchises, blockbusters, notamment dans le cinéma américain. Et c'est vrai que là, on sent tous un espèce d'essoufflement, je pense, de plein de grandes franchises. Et c'est intéressant que le parti pris de faire un film tous les 6-7 ans, et finalement, ça fonctionne. Et ça donne envie de revoir, ou en tout cas de se donner rendez-vous à dans 7 ans ou dans 5 ans pour voir le prochain Godzilla japonais, quoi. Beaucoup plus que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Oui, clairement, mais en plus, ils ont quand même, mine de rien, la franchise américaine est une chance parce que ça permet de pérenniser une brand et de générer de nouveaux profits. Je ne dis pas forcément que les films sont tous bons, mais disons que d'un point de vue purement commercial, ça fait du bien quand même à la Toho, je pense. Hein. Et, non, mais faut pas se mentir. Mais si justement ça permet d'avoir du succès pour faire des bons films côté Japon, films plus rares mais bons, moi je suis partant. Hein. Après, sur l'Argentine ou l'Amérique du Sud en général, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cette production-là en fait, qui a été exportée là-bas. Au Brésil, par exemple, le fabuleux super-héros Spectroman, qui combattait la pollution dans les années 80, qui a un toku, voilà, il faisait comme ça, puis il devenait super-héros, c'est super. Bon, Spectroman, c'est les gros fans en fait, sont au Brésil. Ou je sais pas moi, il y a probablement d'autres Gavan et tout. Enfin, ils ont eu beaucoup de. Jaspion. Ah ouais, Jaspion, c'est énorme là-bas. Voilà. Jaspion, ouais. Donc voilà, ils ont parce qu'il y a quand même une époque où c'était pas cher, quoi. On nous dit dans le chat, petit décalage son image. Vous inquiétez pas, la régie s'en occupe. On est dessus ou on est déçu, je sais pas trop, mais un des deux, hein, c'est ça. Les amis, il est 19h20 et normalement, on est quasiment au quiz. Autant vous dire qu'on est très en retard, mais on s'est régalé, vous nous avez régalé. Et on va passer tout de suite à la section carte blanche. Et notre streamer invité, qui était PK, qui n'a pas encore beaucoup parlé, va pouvoir dérouler un tapis. Ah, c'est moi ? Mais t'as 5 minutes, mon gars, pour nous convaincre que les Bronzés 3, c'est de la bombe. C'est faux. Encore ? Jingle. C'est parti. Pierrot. Bien fait de venir. Non, mais un film qui t'a marqué enfant, par exemple. Un film qui m'a marqué enfant, je crois que c'est Alien. Je crois que je vais répondre Alien sans hésitation. Attends, à quel âge ? Parce que enfant, pour moi, c'est... J'avais 5-6 ans, je crois. Ah oui. Ouais, oui, parce que... parents Vincent, que tu connais. Du coup, voilà, mon oncle... en fait, j'étais chez mes grands-parents et je regardais dans les cassettes, comme n'importe quel gamin qui regarde dans les cassettes. Et en fait, je vois une cassette un peu bizarre, très bizarre, avec une jaquette imprimée. Donc, je me devine que c'est pas forcément une cassette officielle. Peut-être pas, en tout cas. Ça a été enregistré par-dessus. Et je vais voir ma grand-mère naïvement en disant j'ai trouvé cette cassette, est-ce que je peux... Elle me dit oui, une cassette, quoi. Entre Astérix et machin. Et donc, je mets la cassette. C'était pas Astérix, mais c'était très bien. Enfin... Premier visionnage était dur, 5-6 piges, on a vite peur, mais tu sais, j'ai dit non, allez, coussin, on le met de côté, on regarde, et puis j'ai regardé jusqu'au bout. Et puis à ce moment-là, bon, évidemment, ça faisait peur, mine de rien. C'est un film de 79, Alien, donc effectivement... Pardon ? C'était le premier. C'était le premier voilà, de Ridley Scott, donc effectivement, bon, voilà, ça marque. Mais ça m'a bien marqué, dans le sens où, avec Alien, j'ai su que c'était typiquement le genre de film qui, moi, me plaisait. J'adore le cinéma d'horreur, vraiment, je l'aime en tant que mec qui aime ça. Je veux pas dire que je suis spécialiste, mais vraiment, je l'aime. Tu apprécies. Vraiment, je l'apprécie. Vraiment le cinéma que j'aime le plus et que je déteste aussi le plus. Typiquement, j'ai regardé La Nonne 2 et je me déteste depuis. Donc voilà, La Nonne 2... le 1 était pas mal. Le 1 était terrifiant. Le 1 était extrêmement nul à tous les niveaux. Mais s'il vous plaît. Ouais, il existe à partir du moment où je vois quand ça sort un shotgun pour défoncer des zombies. Non mais là, j'aime beaucoup, c'est créatif. La nonne apparaît dans quoi ? Conjuring 2. Là, elle fait peur. Ouais, parce qu'il y a des idées. Elle fait peur, elle est dans ce couloir, elle se barre, il y a une gamine qui la voit, les portraits se retournent, j'ai jamais envie de crever. C'est James Wan, il sait à peu près... Il y avait un truc à dire, bref. Et Alien, moi j'ai adoré, et donc du coup je sais que je me suis très vite pris de passion pour un peu la chronologie Alien, avec le Alien 1, 2, 3, 4, les Aliens vs Predator qui sont aujourd'hui, et je mourrai sur cette colline, de très bons films, regardez-les. Regardez Alien vs Requiem, c'est extraordinaire, rien que parce que... Tu te fais juger là, hein. Tu te fais juger rien à que ta parce gauche, que là, Je pensais pas rencontrer un
jour une personne qui me dirait ça. Faites-le. C'est fabuleux. Faites-le parce que dans Alien vs Predator Requiem, ils ont fait juste une liste entière de façons de crever pour un être humain. Ils ont dit on va tout cocher et on va voir ce qui se passe. Et tout en même temps. Et tout en même temps. Tout voilà. dans le noir. Et tout dans le noir. Ah oui, alors oui. Bon, faut avoir des rayons X quand tu regardes le film. Faut pas, voilà. Mais voilà, donc je me suis pris de passion pour cette chronologie. Je suis même prêt à défendre Alien Covenant devant vous. Voilà, Prometheus, qu'il aille bien gentiment voir ailleurs. Mais voilà, celui où la femme elle court tout droit alors qu'il suffit tout juste droit. de se décaler d'un mètre pour éviter. Si c'était que ça, à la limite, bon, Yes. ça va. Parce que là, a priori, les gens de chez Godzilla, ils font pareil. Ils courent dans la direction de Godzilla. On leur a rien dit. Non, ils courent à la japonaise, ok. Ils sont d'accord, ordonnés. Ils sont ordonnés. Mais Ils sont dans une rue en même temps, là, dans Prometheus. Ils ont pas le choix. Ouais, mais il n'y a pas des. Prometheus, Il y a, elle pas est des, pas il y a des l'exclu. ruelles. Moi, j'ai joué à Streets of Rage, et il y a des ruelles, les gars. Bon, bref. En tout cas, ce que je me dis, c'est que Alien, c'est quand même vachement chouette. Parce que, donc, du coup, il faut savoir que c'est une chronologie qui est extraordinaire. Il faut que j'en parle carte blanche, je dis ce que je veux. J'avais dit 5 minutes, mais bon, de toute façon, On est fini là On est finito si elle est, On est finito bah, il faut aller un peu vite, quoi. Ok, d'accord. T'attends le prochain? J'attends le prochain de fou. J'attends de fou parce qu'en fait chaque film Alien c'est un réalisateur différent et un réalisateur différent qui se dit je vais pas négliger l'existant, je vais pas pisser sur le réalisateur d'avant. Je te regarde Star Wars et donc on va faire des trucs cool et on va reprendre ce qui a été bien dans l'Alien d'avant et on va l'élaborer. Ce qui me permet, moi, par exemple, de dire que mon alien préféré, et là encore, je vais être dans un avis un peu. Mais vas-y, c'est Ça cool. sera, oui, bah. C'est Alien 4, voilà. J'aime beaucoup Alien 4. Les sourcils se lèvent très haut du Voilà. côté de Non, Julien. non, c'est pas le pire, mais Moi, je l'aime bien. C'est un film qui est pas aimé, Alien 4, c'est vrai. mais- Alien Ouais, il y a 4. des trucs que j'aime bien dans l'Alien 4. Il y a plein de trucs marrants. En plus, c'est Jean-Pierre Jeunet, c'est français, c'est Cocorico. Et en plus de ça, c'est un Jean-Pierre Jeunet qui, du coup, se dit je vais reprendre tout ce que j'ai fait dans mes films avant, je vais foutre un skin alien dessus et je vais essayer d'inventer 2-3 trucs en plus dans la chronologie. Et ça marche trop bien. Donc je trouve que c'est une saga qui est super cool. Chaque film a un truc à montrer. Chaque film est plus ou moins horrifique. Typiquement, Alien 2 n'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film d'action, blockbuster hollywoodien, comme on n'en fait plus. Voilà. Et donc, moi, c'est une série qui m'a marqué, qui me fait aujourd'hui adorer le cinéma d'horreur, rien que pour ça. Et voilà, et regardez Alien vs Predator Requiem, je vous en supplie. Petite confession. Je Courage, n'ai vu quand même. Aucun On alien. peut leur dire courage. Courage, bon courage. Tu n'as vu aucun alien, Marie? Je n'ai vu aucun alien. C'est- Et Non. aucun. Ça Putain, m'attire pas Marie. du tout. Et j'ai eu Mais un non, enfant. mais non, faut. Ah, Non, mais là, c'est j'ai non. eu un enfant et quand t'as porté la vie, t'as pas envie de voir ce film. Ils viennent de sortir Ah. un livre Alien pour les tout petits. Non, oui, c'est si, vrai, si, si, on va c'est pas vrai. faire ça. Il y a Si, raison. si. Mais C'est si- un joli cadeau. Si tu es maman, il y a une scène dans Alien vs Predator Requiem dans une maternité. C'est une scène absolument non, Mais tu l'as vu combien de fois immonde où en fait le réalisateur s'est dit mais attends, vu que l'embryon là il passe dans le corps et il ressort, viens on fait genre c'est en fait une femme enceinte qui pop l'embryon et en fait bah il se régale, c'est un McDo, c'est un McDrive. Donc voilà, donc faut imaginer un embryon d'alien qui passe au BK et qui sort et qui fait alors qu'est-ce qui se passe ici, c'est cool. Quel enfer. Loïc. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Fun fact, Alien, en fait, un grand auteur de la science-fiction de l'âge d'or a écrit une nouvelle qui s'appelle Black Destroyer ou Crusader, Van Vogt, qui est connu en France pour Le Monde du Non-A, le non-A. Et en fait, il a donc dans cette nouvelle est a beaucoup inspiré Ridley Scott et donc Van Dan Vogt. O'Bannon, surtout. Ouais. Et Ou Dan O'Bannon, ouais. Dan O'Bannon, ouais. Et Van Vogt a du coup attaqué la la Century Fox, pardon, pour plagiat. Et du coup, il y a eu un deal à l'amiable, ce qui prouve qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a deux œuvres qui ont un peu marqué le cinéma, qui viennent de cette époque-là, des années 30-40. Il y a donc cette nouvelle de Van Vogt qui a permis Alien, et puis il y a La Chose, The Thing, qui a été aussi écrit par Campbell, qui était le rédacteur en chef d'Astounding Science-Fiction. Donc c'est là d'où viennent les robots d'Isaac Asimov, Fondation. Et donc ce qui est marrant, c'est que finalement ces deux chefs-d'œuvre de l'horreur science-fictif viennent de bouquins qui datent maintenant de bientôt 100 ans. Quoi. C'est un hommage. Vous parlerez de Alien dans votre numéro spécial chat? Oui, Jonesy. Parce que c'est lui Oui, le cerveau du... Tout à fait. ouais, Alors, oui, on a eu Jean-Pierre Dionnet a commandé un article avec une grosse pagination. Et du coup, j'ai reçu un article sur les chats et la science-fiction qui fait une vingtaine de pages, qu'on a dû corriger. Ouais. Jonesy. Les charouquins en plus. Le charroux. Tout à fait, Ouais. charroux. Le L'orange charroux cat. alien. Et la cover, c'est un charroux charroux, d'ailleurs, bah oui. en hommage. Oh, l'Orange Cat, le vrai. On nous dit dans le chat, c'est comme ça qu'on fait les enfants, faut pas être choqué. Je crois pas que c'est en avalant qu'on. Bref. Je rebondis
mais je... Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette émission? J'ai suivi en bio, il me semble que bon. On va un petit peu accélérer. Un film qui t'a fait pleurer? Un film qui m'a fait pleurer. Je l'ai sous les yeux. Alors, oui, réponse. Réponse. Je l'ai revu. Il y a 2 semaines. Quel moment te fait chialer dans Réponse? Dans Les Bronzés. Non, dans Réponse. Arrête avec tes bronzés. Dans Réponse, c'est la chanson Je veux croire en nous. Oh putain. Qui est incroyable. Cet homme a un cœur. Ouais, de ouf. C'est en fait le moment, c'est vers la fin, c'est le moment du bisou mais qui se fait pas vraiment. Enfin, sur un bateau. On connaît, sur un bateau avec les lampions et tout. Et genre, je trouve que c'est l'une des plus belles histoires d'amour, chansons d'amour écrites par Disney dans son temps. Je veux croire en nous. Elle est extraordinaire. Évidemment, ça ne vaut pas ce rêve bleu qui a jamais mis à l'amende l'industrie entière, mais quand même, voilà, et à chaque fois que j'ai... parce que j'étais avec... En fait, pour tout dire, c'était l'anniversaire de ma sœur, bref. Et donc, j'étais avec ma sœur, on a un peu bu. Et après, elle a dit, oh, je vais me coucher, j'en peux plus, je suis KO. J'ai dit, ok. Et on avait mis réponse. Elle m'a dit, oh, mes réponses. Et au bout de 10 minutes, elle est partie. Donc, j'ai dit, bon, bah, maintenant que je suis tout seul dans le salon et que je suis bourré comme un con, je vais regarder réponse jusqu'au bout. Et il y a eu Je veux croire en nous, et j'étais en mode... C'est l'alcool, ça, t'es C'est vraiment l'alcool, il est tu mauvais. pleures pas devant la petite sœur, tu vois. Genre, putain. Bref, voilà, c'est réponse. Très bien, donc un film qui t'a fait chialer, Réponse. On va passer à la suite, on va lancer le jingle du flashback, parce qu'il est déjà 19h30 et qu'on est à la bourre. C'est parti, jingle. Pulgasari. Ouais. Avec un accent. Non, mais il y a des dizaines et des dizaines de films de monstres géants, comme ça, et on a choisi Pulgasari. Mais en fait, c'est un film qui est plus intéressant pour limite pour ses coulisses que le film lui-même. En fait, c'est un film qui nous vient de Corée du Nord. Et le réalisateur qui avait supervisé la conception de ce film-là, Shin Sang-gook. Exactement, était un réalisateur qui s'était fait kidnapper par le gouvernement de Kim Jong-il pour aller tourner là-bas, enfin en tout cas superviser, revigorer en tout cas l'industrie du cinéma nord-coréen. Donc pas trop de Regarde-moi consentement cette dans belle cette affiche. histoire. Quoi. Poster, Elle n'avait pas d'époque, je pense. Hein. Poster japonais de 1998. Ah ouais, d'accord. Ouais, Okay. Mais c'est parce que le film date de 1985. Ouais. Et c'est... Kim Jong-il était un énorme cinéphile. Il avait une collection de VHS absolument ahurissante, il paraît, voilà, il était passionné par ça, donc on peut être un dictateur sanguinaire et aimer le cinéma, hein, c'est pas incompatible. Il pleure devant Réponse ou... Voilà, je sais, Réponse n'était pas sortie, mais il pleure plus là. Et donc voilà, et donc il avait après l'avoir kidnappé, après l'avoir emprisonné, tout ça et tout, il lui a quand même fait un pont d'or à ce cinéaste et à sa comédienne de compagne en fait. Pour qu'il fasse plein de films, notamment donc Pulgasari, qui voulait, lui, comme une espèce de réponse de la Corée du Nord à Godzilla, et qui, moi, je trouve, fait plus penser à Majin, qui est un autre film de monstre géant, et là, qui est un film en costume japonais, avec un géant de pierre qui sort pour aider des villageois, etc. C'est un très beau film. Il y en a 3, ils sont sortis chez Les Chats qui fument dans un coffret Blu-ray. Donc je vous conseille. Et voilà, donc c'est un monstre de fer et qui se nourrit de fer, Pulgasari, qui pareil va venger un peuple opprimé par des despotes absolument impitoyables. Au début, il est tout petit parce qu'on l'a sculpté dans une boulette de riz. Donc voilà, il est tout petit. Après, il est un peu plus grand. Voilà, c'est une espèce de gremlins. Après, il fait la taille d'un enfant dans une espèce de costume. C'est un peu le bibendum Michelin. C'est un peu bizarre, quoi. Et il finit monstre géant de plusieurs kilomètres de haut. Peut-être pas kilomètres, mais enfin, il est haut, quoi. Il est assez gros dans des scènes avec des maquettes qui sont, ceci dit, assez jolies, quoi. C'est un film un peu autre, quand même, non? Enfin, je sais pas. Je suis un peu tout seul. Et on parlait déjà en regard de la ressortie de Godzilla Minus One. Et aussi parce que Lloyd a nous parlé d'une actu. Oui, alors en fait, la boîte à bulles, qui est en lien avec les Humanoïdes Associés, donc la maison d'édition qui fait Métal Hurlant, sort une bande dessinée sur ce fameux réalisateur qui a été enlevé en Corée du Nord. Et du coup, cette bande dessinée sort en janvier. Et je crois que c'est Le Tigre et le Dragon en mousse, si je ne me trompe pas, sur le titre de la BD. Et c'est une BD assez intéressante qui fait une centaine de pages et qui est construit un peu comme un polar et une BD d'espionnage. On suit toutes les mésaventures de cet homme-là et aussi de sa compagne, puisqu'ils ont été enlevés ensemble et c'est assez fascinant.
Et ça fait partie de ces BD documentaires comme Les Guerres de Lucas, là, qui vient d'avoir le prix Inter et Fnac, là, et dont on avait parlé dans un précédent Screen Spirit. Et c'est donc l'occasion non seulement de retracer la conception de ce film assez rocambolesque, mais enfin bon, le film en lui-même, Pulgasari a une petite place dans la BD, mais aussi de reparler de l'âge d'or du cinéma coréen. Sud-coréen pour le coup, donc avant tous les cinéastes qu'on connaît, avant que ça commence vraiment à bouillonner à la fin des années 80, enfin surtout dans les années 90, il y a eu une époque où le cinéma coréen était très vivace, avant qu'il y ait beaucoup de censure, etc. Et un tout petit peu aussi du cinéma hongkongais, par exemple. Il y a une scène, alors j'imagine, je sais pas si tu connais les auteurs du coup, là, mais il y a une scène où ils se retrouvent à Hong Kong, par exemple, ils vont sur le tournage de L'Enfer des armes de Chua-Ark, qui est un film culte qui va ressortir là bientôt, dont on reparlera peut-être dans un prochain Screen Spirit. Donc voilà, il y a tout un truc en fait qui te permet d'explorer un pan de l'histoire du cinéma asiatique. Je peux me permettre de raconter. Mais vas-y, parce que j'ai un truc à raconter. Ouais, j'ai une anecdote sur Pulgasari parce qu'en fait j'avais rencontré le superviseur des effets spéciaux du film, Monsieur Teruyoshi Nakano, qui était en fait à l'époque le chef du département d'effets spéciaux des studios Toho, donc Monsieur japonais, qui a été donc contacté pour travailler sur ce film-là, mais il pensait que c'était un film pour la Chine. Donc en fait, il a été gentiment amené en Corée du Nord avec Monsieur Kampashiro Satsuma, gentiment, ouais. Voilà, qui incarnait Godzilla à cette époque-là et qui donc est dans le costume de Pulgasari dans le film de 85. Et Monsieur Nakano me disait qu'en fait, qu'ils avaient installé tout un studio pour la post-production du film, montage, compositing, tout ça. Et en fait, c'était les femmes des brigades de plaisir qui faisaient les petites mains de la post-production du film, en fait. Et il me disait, c'est simple, au Japon, quand vous avez besoin de faire une scène de foule, généralement, si vous avez 300 personnes, c'est déjà pas mal. Mais Kim Jong-il, donc qui produisait le film, arrivait à avoir à chaque fois 3000 volontaires pour les scènes de foule. C'est très heureux. Voilà, donc c'est très content de participer au film. Et c'est vrai que qualitativement, alors bien sûr c'est un gros film de propagande, mais quand même en termes qualitatifs, ça renvoie quand même. Et ça c'est trouble en fait, je trouve, au niveau de la propagande. C'est pas comme je sais pas, les gens des Steph, les films de propagande russe par exemple, etc. Mais il était, je lis Kim Jong-il, donc un directeur des lettres et des arts au département de l'agitation et de la propagande, c'est le titre, avant de diriger le pays. Et il avait écrit un essai en 70, un ouvrage qui explicitait sa vision du cinéma et comme quoi il devait être finalement un média véhiculant une idéologie en place. On dit qu'il possédait une collection d'environ 20 000 vidéos chez lui et qu'il était fan, alors ça je trouve ça quand même assez ahurissant, fan du cinéma d'action occidental, des James Bond, des Rambo. Il adorait Rambo et Rocky, ouais. C'est fou quoi, dans un pays et surtout dans les années 80, il faut voir ce que représentait Rambo et Rocky dans les années 80, c'est quand même fan d'Elizabeth Taylor aussi. Ça c'est un délire aussi. Et mais surtout qu'aucun film ne pouvait se faire sans son accord. Ouais, bien sûr. Donc oui, on imagine que les 3000 volontaires étaient très volontaires. Mais du coup, oui, qu'il avait vraiment la main mise sur le cinéma en tant que passionné de cinéma. Pulgasari, chef-d'œuvre, pas. C'est un film qui est considéré comme étant libre de droit, donc vous pouvez le voir si vous voulez. Non, c'est pas bien, hein, c'est nul. Mais il y a des séquences avec des c'est nul. Des effets. Non, il y a des séquences. C'est une vraie curiosité. Ah, parce que ça fait 10 minutes qu'on brosse là. Mais, non, il y a des scènes avec des maquettes. Je comprends plus rien. Il faut envoyer quelqu'un en Corée du Nord choper le négatif. C'est un peu mieux que Alien vs Predator Requiem, si tu veux. Alien vs Predator et t'as Pulgasari qui est un petit peu. Non, mais alors, on nous a remarqué dans le chat que dans le Sud, on avait fait Yongari, qui est encore pire que Pulgasari. Oui, mais ça, c'est pas un film de propagande pour le coup. Non, mais c'est un film de monstre dégueulasse. Ça dépend, parce qu'il y a deux versions de Yongari. Oui. Il y a la version de là, c'est le 67. remake. Hein. Voilà, le remake de 99, c'est un cas compliqué. Très compliqué veut dire à chier. Vous l'avez compris. C'est des CGI assez redoutables quand même. Ça fait mal aux yeux. Ça fait très mal aux yeux. On continue, on poursuit. C'est tout pour Pulgasari ou on rebrosse Oui, encore non, on est en retard. Voilà. Parce que du coup, TPV a été perdu. Chine Pulgasari. Putain, allons-y. On en a parlé un petit peu dans les films qu'on recommandait, notamment cette floraison autour du film de genre français. Cette floraison, Marie Necfeu, bonjour. C'est l'heure de l'OVNI. Un petit jingle, là, vas-y.
Lloyd va nous parler du cinéma de genre en France en 2023. On a beaucoup de chance puisqu'on vit un renouveau. On ne pensait pas en tout cas il y a 10 ans, je ne me serais pas dit qu'on aurait autant de films de genre une même année, l'année 2023. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Il y a eu Acide, Le règne animal, Mars Express, Gueule noire, Vincent doit mourir et évidemment Vermine. Donc vous vous rendez compte, on a eu une rentrée quand même assez stratosphérique avec beaucoup de films de genre. Un très très gros succès quand même. Le règne animal, plus d'1 million d'entrées. Pareil, hein, un film de genre français qui fait 1 million d'entrées. C'est vraiment historique. On avait eu le réalisateur avec tout nous, à fait, qui était venu. Sinon, que ce soit pour Mars Express, Vermine ou encore Acide, on est vraiment face à des succès. Hein. Les films ont dépassé les 150 000 entrées largement. 180 pour Mars Express et 230 000 pour Acide. Donc on vit un âge d'or. On se retrouve aussi, enfin la science-fiction et le genre se retrouvent aussi sur les plateformes. Il n'y a pas qu'au cinéma. Canal+ notamment avait sorti OVNI, excellente série malheureusement annulée. Les 2 premières saisons étaient quand même très drôles. Il y a eu aussi Infinity, qui était vraiment intéressante. Vortex sur France Télévisions, sur France 2. Pareil, penser que France 2 allait refaire de la science-fiction puisqu'on faisait de la SF dans les années 60, 70. Il y avait pas mal de genres en fait à l'ORTF aussi. On a totalement oublié. Il y avait l'effondrement, il y avait plein de choses. Super. Mais tout ça a été un petit peu oublié. C'est vrai que maintenant on retrouve, il y a un renouveau. Alors c'est aussi lié avec ce qui se passe aux États-Unis. Maintenant, la science-fiction, le véritable âge d'or, il n'est plus du tout littéraire. Quand on regarde les chiffres de vente des romans de science-fiction, ça s'est vraiment effondré. Ce qui vend, c'est les classiques. Vous les connaissez sûrement, Fondation, Dune, Barjavel, Philippe Cadic. En France, c'est un auteur qui continue à beaucoup vendre, mais c'est vrai que les jeunes auteurs ou les nouveaux auteurs ont beaucoup de mal. Arriver à faire 5000 exemplaires en grand format, c'est quasiment impossible ou extrêmement rare. Et le seul maintenant auteur qui vend beaucoup de SF, c'est Alain Damasio, que vous devez sûrement connaître ici. Il y a aussi pour les connaisseurs des gens comme Romain Lucaso et encore un peu Pierre Bordage. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour la science-fiction française d'un point de vue littéraire. Par contre, en bande dessinée et au cinéma et en série TV, il y a une explosion. Peut-être certains ont lu en BD Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. C'est une BD exceptionnelle de SF qui a dépassé les 130 000 exemplaires. En BD de SF, on n'avait pas vu ça depuis aussi un moment. Donc du coup, on voit que maintenant, la SF, c'est vraiment la culture de l'image. Et la France commence de plus en plus à rattraper son long retard. Mais on peut se réjouir. Alors après, ce qui va être intéressant, c'est les 2-3 prochaines années, puisque les producteurs sont toujours craintifs de faire du genre. On a toujours peur que ça se vautre. Et on va voir si les succès qu'on a vus cette année en 2023, on va pouvoir voir d'ici 3 à 5 ans d'autres nouveaux films, d'autres nouvelles séries. En tout cas, en ce moment, la tendance, quand on discute avec des producteurs, on est plutôt sur de l'anticipation, qui est de la science-fiction. On essaie de nous faire croire que l'anticipation, ce n'est pas de la SF, mais c'est de la science-fiction. Et évidemment, les récits en lien avec le climat et donc un peu le post-apo light, puisque se pose toujours la question quand on fait de la SF, c'est vraiment les budgets, les dépassements de budget sur les effets spéciaux. À chaque fois, c'est compliqué. Et puis à faire en sorte que ça sonne bien, puisque des fois, quand on fait du mauvais genre, on a un petit peu peur que ça sonne pas très bien et que finalement, ce sont nos voisins qui arrivent à faire mieux que nous. Donc là, en ce moment, c'est quand même... on peut savourer cette chose-là. Et ça va être intéressant de suivre les 2-3 prochaines années pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors là, par exemple, tu l'as cité, il y a un sondage en cours dans le chat. Le règne animal, Acide, Vincent doit mourir, Mars Express, Vermine. Lequel vous avez préféré parmi ceux que vous avez vus? Ou lequel avez-vous le plus envie de voir à titre personnel, Fabien? Clairement Mars Express. Ouais. TPK? Je pense que Vermine, je pense que c'est probablement celui que j'ai le plus envie de voir dans la liste. Ouais. Juju? Mars Express, ouais, bien sûr. Ok. Et toi, Lloyd? Ce serait entre Le règne animal et Mars Express. J'ai beaucoup aimé Mars Express, mais j'ai été assez frustré par le final, où finalement, je pense que Ghost in the Shell, Stone Island Complex est 1000 fois supérieur à Mars Express. Mais bon, salut Jérémy qui est dans la salle. On va pas calculer, il est juste là. C'est ça. Je sais bien, je l'ai vu. Et c'est pour ça que je le dis. Non, j'ai trouvé que Mars Express, là où c'est incroyable, c'est que c'est possible de faire ça. Et clair. Depuis Renaissance, parce que moi j'étais là à Renaissance, j'étais là Gandalf. Je ne pensais pas qu'on reverrait des films de science-fiction en animation. Et j'aimerais tellement qu'il y en ait plus et qu'il y ait une suite de Mars Express. Mais bon, je sais pas s'il y en aura une. Mais par contre, Mars Express, clairement, pour moi, voilà. Et le règne animal pour le record. Parce que je pense que grâce au règne animal, il y aura peut-être d'autres films de genre.
Voilà. Un film de monstre géant. Ouais, il faut demander à Jérémy s'il veut faire du monstre géant. Mais du coup, non. Pour moi, c'est ces deux films-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut aussi noter pour Sébastien Vanitschek et aussi Jérémy Perrin, c'est que c'est les deux quand même rares à avoir fait autant de presse et de médias, à aller sur des chaînes YouTube, à aller sur des podcasts. Je vais pas citer d'autres réalisateurs à venir chez nous, où ça a été plus compliqué de les faire venir, mais en tout cas, eux, ils ont vraiment fait le job et je pense que ça a joué. Parce que quand les films sont sortis sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter ou Instagram, on ne parlait que de ces deux films-là. Et tout ça, quand même, ça permet aussi, et ce serait bien que les distributeurs se rendent compte que c'est important, et après, c'est extrêmement crevant, mais c'est super qu'ils aient pu vraiment faire ce jeu-là, parce que je pense que ça a beaucoup joué. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, pour moi, ça a été c'était une super année. Et maintenant, j'attends de voir les coffrets DVD, Blu-ray, 4K qui s'annoncent assez croustillants. Donc j'ai hâte de les avoir. Mais c'est bien que tu le soulignes parce que d'un point de vue journalisme et interview, moi, il m'est arrivé d'avoir des créneaux de 5-10 minutes sur des junkets et de pouvoir accueillir des réalisateurs ici pendant 30 minutes pour parler justement du film, de leurs envies et d'aller au-delà même de leurs projets. Et je voulais vraiment remercier Screen Spirit pour ça, parce que je vois ça mange déjà, ça pour l'apéro, mais parce que ça nous permet à nous aussi d'aller explorer un petit peu plus aussi ces choses qui nous ont touchés et émerveillés. Et je dois dire, et c'est pas parce qu'il est dans le public, mais Mars Express, moi ça a été mon gros coup de cœur de l'année, je vous l'ai dit et redit, et je ne peux que vous encourager à aller il est encore en salle, ouais, allez-y. Et j'espère qu'il sera sur les plateformes, parce que moi je vois à quel point quand même les plateformes, et je pense notamment à Netflix, push absolument ces films-là aussi. Ouais. Parce que quand même maintenant on voit que c'est toujours compliqué de faire venir les gens en salle, et je vois à quel point Netflix, et notamment sur la jeune génération entre guillemets, est présent. Et c'est vrai qu'il faut que ces films-là arrivent sur ces plateformes-là, parce que ça va permettre aussi une explosion et d'encourager ça. Ça désinhibe aussi beaucoup, je pense. Tu vois, là, Xavier, il a fait son film de requin dans la Seine et tout, et ça marche. C'est-à-dire que tu vois ça, tu dis, évidemment que tu dis c'est un peu con J'irai comme pas concept. Le voir au cinéma, non, mais je vais tu carrément te dis, le voir ok, dans le canapé, allez, faisons-le. Alors que pendant très longtemps, on s'autorisait pas en fait cette distance poétique en fait avec notre réel, quoi, en France. C'était compliqué, quoi. Et là, se dire, allez, on fait des requins. Donc c'est pour ça, il est temps de faire un film de monstre géant qui écrase tout Paris. Et puis quand on voit quand même ce Noël-là, on a parlé de Netflix, ce Noël-là, l'enjeu de Netflix était quand même Rebel Moon. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je trouve ça terrible. Dans quel sens terrible? C'est très mauvais. En fait, ce que je trouve dingo, c'est que aucun des films qu'on a cités, enfin tous les films qu'on a cités français, sont pour moi plus créatifs que Rebel Moon, qui, on va dire, synthétise la SF de ces 70 dernières années d'un point de vue visuel. Et c'est ça qui pose question, parce que je suppose que le budget de Rebel Moon n'était pas celui de Mars Express, j'en suis sûr. Mais quand on voit ça, on se dit que quand même, on s'est longtemps autoflagellé, je pense en France, sur notre capacité à faire du genre cinématographique. Mais quand on voit ces films, on voit qu'on n'a pas à rougir face à des surproductions qu'on nous sert et qui sont écrites de la même façon depuis 20-30 ans. Et puis il y a aussi temps de réinvestir des genres dans lesquels on était brillants, qui étaient aussi à un moment donné les nôtres, je veux dire. Pour la science-fiction, Jules Verne est co-créateur avec H.G. Wells quand même. Il y a aussi une tradition de cinéma populaire qui doit aussi un peu revenir. Il y en a eu les Trois Mousquetaires aussi cette année. Bon, c'est un autre genre, mais je pense qu'il est temps de réinvestir aussi d'autres genres qu'on a un petit peu ignorés ou mis de côté, tu vois. Donc voilà. Mais voilà, donc il y a des belles éditions Blu-ray avec plein de bonus, comme au début des années 2000 où on avait des making-of de 4 heures. Ça serait bien. Non, mais voyez ces films, et puis surtout acheter les Blu-ray, DVD, enfin les supports physiques aussi, pour continuer à prolonger l'expérience et l'aventure. Très bien, on va passer à la suite, parce que là, on me dit vraiment qu'il faut accélérer. Je suis désolée, on va passer rapidement aux actus. Tu sais quoi, le jingle, c'est pas grave.
Ok, c'est grave. Très vite du coup. Il n'y aura pas de rubrique sans jingle. En fait. Il y a un jingle, on est là et on va aller quand même assez vite. Ma seule reco actu, c'est le festival de la BD d'Angoulême. Ai-je besoin de le présenter ou pas? Je ne sais pas. C'est la 51e édition. On aura notamment Hiroaki Samura, l'habitant de l'infini, qui sera là. Moto Adjo, le clan des pots. Voilà, donc un beau festival qui va donc se dérouler du 25 au 28 janvier. Vous y serez ou pas? Oui. J'y serai aussi. Non? Oui? Peut-être? Je sais pas, je lance des... Oui, ça va. On s'y verra peut-être, en tout cas, c'est ma reco du moment. On passe aux autres recos, allez-y, à la cantonade, n'hésitez pas, si vous avez des choses. Vas-y. Non, vas-y, toi, vas-y. Saoulé, d'accord. Moi, j'en ai deux petites, je fais très très vite. Déjà, on en avait parlé un petit peu de la ressortie, mais il y a les copains de l'atelier d'images qui ont sorti récemment le 4K de l'armée des 12 singes. Moi, j'adore ce film de Terry Gilliam avec Bruce Willis probablement dans sa plus grande performance, en fait. Peut-être pas son meilleur rôle, mais en tout cas dans sa plus grande performance de comédien. Il y a un Brad Pitt qui est aussi étonnant, Madeleine Stowe qui était super. Voilà, c'est adapté de La Jetée. Donc, on parlait de la SF et de la France. Voilà, La Jetée, Chris Marker, un pur film un court-métrage expérimental de science-fiction. Et là, c'est David Webb People et sa femme, dont j'ai oublié le prénom, honte à moi, mais bref, qui ont repris le concept de Chris Marker pour en faire un long métrage. Et c'est pour pitcher le truc le plus rapidement possible, c'est un monsieur qui rêve sa mort. Voilà. Il rêve vraiment la façon dont il va mourir et à partir donc de voyages dans le temps et tout, c'est super. Et le Blu-ray est notamment nanti d'un documentaire absolument incroyable sur le film, comme on n'en voit pas assez, qui s'appelle The Hamster Factor. C'était les duos de réalisateurs espagnols, je crois, en fait. Je crois qu'ils sont espagnols, les deux gars. Bon, bref, comme Terry Gilliam, le réalisateur, a eu plein de problèmes avec les studios. Il avait imposé que ces deux-là soient là sur le plateau avec lui au cas où ça se passerait mal avec le studio. Et donc, ils ont fait un documentaire qui est objectif. C'est-à-dire qu'ils montrent évidemment toutes les galères avec le studio, avec parfois Bruce Willis qui est un peu pénible sur certains trucs. Mais il montre aussi les caprices déraisonnables du réalisateur Terry Gilliam. Voilà, j'essaie d'aller très vite. Et l'autre actu dont je voulais parler, qui est peut-être un peu plus importante, enfin peut-être que vous en entendrez moins parler, c'est que du 31 janvier au 2 février prochain, Enghien-les-Bains, Enghien ou Enghien? Enghien, je crois. Enghien, ouais, je sais jamais. Merci, ouais, je sais jamais quoi. Et bon, Evangelion, mais bon après. Donc, oui. Donc il y a le PIDS. Le PIDS, c'est quoi? C'est l'acronyme pour Paris Image Digital Summit. Avant, ça s'appelait Paris FX parce que ça se passait à Paris. Mais maintenant, ça se passe donc à Enghien. Merci. C'est quoi le PIDS? En fait, sont pendant 3 jours et demi, on va dire, une série de conférences des personnes qui travaillent sur les effets spéciaux. Donc, en fait, ils viennent et ils donnent des conférences sur comment ils ont bossé sur tel ou tel film. Donc, il y a l'Anon 2, si tu veux y aller. Il y a un mec qui a fait les effets spéciaux. Voilà. Non, mais il y a le dernier animé des Tortues Ninja, il y a Avatar, la voix de l'eau, il y a John Wick 4. Les Bronzés 3. Il y a Simone Vest. Ça suffit. Non. Mais il y a Simone Vest qui est un super maquettiste en fait et qui viendra parler de son travail avec Wes Anderson. C'est un mec adorable, un Allemand qui a bossé qui fait des maquettes hallucinantes que vous pouvez voir aussi à Lyon, au musée de la miniature. Bref, c'est vraiment c'est un événement qui est habituellement réservé aux professionnels de la profession, mais qui reste quand même relativement accessible. Et surtout, ils essayent de faire autour des activités pour un public un peu plus large. Et notamment, le pitch se conclura avec une avant-première d'un film d'animation chinois très 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 étonnant qui s'appelle Le Royaume des Habits. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Fabien et Marie, tu l'as peut-être pas vu, non? Et qui est un film en image de synthèse, qui est peut-être le film d'animation que j'ai vu qui est le plus foisonnant visuellement. C'est un truc absolument... Alors c'est un peu... Moi je trouve ça un tout petit peu écœurant sur certains trucs, mais c'est quand même une expérience assez sidérante. Et voilà. Et en plus, c'est assez étonnant. Enfin, le discours, le propos, il y a la fin et tout, c'est assez surprenant. C'est Dipsy, c'est ça le titre Alors, je sais oui. plus comment. Je l'ai vu l'été dernier au NIF à Neuchâtel et c'était super. Ouais. Non, c'est cool, ça. Ouais. Alors pour moi, niveau recommandations, pareil, on est en début d'année. Peut-être vous avez raté
le meilleur album de science-fiction de l'année 2023 en bande dessinée. Selon moi, il s'agit de Frontières de Guillaume Singelin aux éditions du label 619, donc les mêmes éditions qui font aussi Mathieu Babelais. C'est du Hope Punk, c'est assez remarquable. C'est vraiment c'est un grand album et qui est assez fascinant puisque Guillaume Singelin a un style très particulier de petits personnages. C'est très coloré. Et voilà, on a beaucoup parlé là aujourd'hui de ce qui se fait de mieux en science-fiction à la française. Et si vous avez aimé les films qu'on a cités, je pense, et notamment Mars Express qui se rapproche le plus de Frontières en termes de genre, je suis sûr que vous allez adorer. Donc ça a eu le prix de la meilleure bande dessinée, ça a eu 2 prix, la meilleure bande dessinée de Saint-Malo et un autre prix de Landerneau, je crois. Très bien. Eh bien, merci. J'ai vu que tu avais mis aussi Nicky Larson. Dans les films que je vais aller voir, évidemment, j'espère que Angel Dust sera meilleur que le précédent film. C'était nul. Hein. Mais par contre, non, j'ai hâte de le voir, puisqu'en plus, on va retrouver les 4 Size. Voilà. Ah. Et puis pour ceux qui aiment bien, puisque ce film a été fait pour la commémoration de la série animée, et puis pour ceux qui connaissent un peu Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust, ça fait écho à la fameuse drogue. Donc c'est vraiment du fanservice pour lequel j'irai. Très bien. TPK, peut-être une petite actu, vu qu'on est en retard, on y va encore plus dans le retard. Une actu? Ouais, un truc, là, comme ça, là, demain, comme ça, à regarder sur Twitch, peut-être. Waouh, oui, non, Run Nuzlocke Pokémon en ce moment. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais non, pas spécifiquement. Très bien. Voilà, je vais te laisser reprendre le cours de ton runner, ma chère Marie, t'inquiète pas. On est ensemble. Souci, parce que du coup, vu qu'on a une projection, il faut avancer Bien vite. sûr. On passe tout de suite au quiz, on a un jingle, c'est parti. C'est Lucie qui gère le quiz kit. Merci à elle, elle est à l'étage et je pense qu'on va réussir à le faire en 5 minutes, Lucie. On a une question d'abord pour la salle. Vous pouvez aussi participer dans le chat. Mais dans la salle, comment on la joue? Celui qui crie le plus fort, le premier qui lève la main. Premier qui lève la main. Régie, je vous laisse vraiment spotter. Hein. OK? Pour gagner incroyable, un mug Screen Spirit. Je peux vous garantir que votre café sera meilleur que d'habitude. Comment appelle-t-on les films de monstres japonais du type Godzilla? C'est Monsieur Bonnet qui a levé la main. Monsieur Bonnet, là-bas. Il faut donner les réponses, elles sont rigolotes. Tu y es presque. Il manque un mot. On prend une deuxième personne, la deuxième. Le deuxième qui a levé la main, c'est Monsieur qui est ici. Juste. Keiju Eiga, effectivement, bravo. Bah oui, parce qu'on n'a pas le droit de jouer, donc voilà, bravo. Très très fort. Très très fort. J'ai pas mes lunettes, mais je crois que c'est quelqu'un que je connais bien, qui est très fort. On a une question pour Twitch. Une affiche Godzilla -1 a gagné. Et ça, c'est canon. Ok, est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que le quiz kit est prêt? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et je vois une petite note. Faites des anecdotes sur les films. J'ai plein d'anecdotes sur Godzilla, notamment le prix des chambres. Au Grayson. Ça vous intéresse? Peut-être, peut-être pas. C'est 500 balles la nuit. Voilà, moi je savais pas. Je suis rentrée, j'ai dit j'aimerais une chambre parce que j'aime bien Godzilla, tu sais, j'avais vu un film. Mais le yen est bas. Donc ouais, mais c'était il y a 7 ans, c'était pas aussi bas. Et donc le Godzilla avec Jean Reno, c'est non, on est sûr. Je me permets de revenir dessus. Il y a la musique de David Arnold, elle est cool. Et surtout avec. Et puis il y a la musique de David Arnold qui est cool. Quoi. Ok, d'accord. Très belle miniature. Très belle. Tu Très belle te rappelles du miniature. tube avec Puff Daddy et puis. Ah oui. Ah ouais. Reprise de Cachemire de Led Zeppelin. Ah ouais. Ça j'ai oublié. La chanson de Jamiroquai. Ah oui, c'est vrai aussi. Ah oui, il y avait Jimmy Rick. Mais moi je préfère le Cachemire de Led Zeppelin. Donc c'est ça qui vend le film, la musique. Ah bah ouais, à l'époque, bien sûr, évidemment. T'avais l'album et la musique de David Arnold n'est pas sortie avant très longtemps. Voilà, on a essayé de meubler, hein. Après vous allez dire je geek, mais voilà. Dans le premier Ghostbusters, les chasseurs de fantômes sont attaqués à la fin du film par un monstre géant qui vient d'un paquet de... C'est pour le chat Twitch. Chamallow, chips de légumes, nouilles chinoises ou carambar. Vous avez la réponse ici, évidemment. Le chat, si vous l'avez pas, compte sur vous. Si, on l'a. Et le premier, c'est Bagger 9500, qu'il a écrit très vite, Shamslow. Mais c'est évidemment de Marshmallow, de Chamallow, bien sûr. C'est le fameux Stay Puft Marshmallow Man. Un truc donc t'inquiète, on va bien noter ton nom. Voilà, si vous pouvez bien noter les noms des gagnants, ça
peut être cool. On a une question pour la salle pour gagner une casquette Screen Spirit. Je savais pas qu'on avait du merch Screen Spirit, c'est génial. C'est génial. Est-ce que vous êtes prêts dans la salle ? En 1962, Julien était né. Quel monstre affronte Godzilla ? King Kong, Megaguirus, Mechagodzilla, Gérard Depardieu. On est dans un film de monstres. On est... ton bug, Camara, tu veux pas laisser une chance aux autres ? Ouais, c'est plus dur. Il est trop fort. Il est trop fort. Pour la beauté du geste, tu peux le faire si tu veux. C'est pas Mechagodzilla, mais on avait une main. Alors, le monsieur au bonnet derrière avait tenté. On a la bonne réponse là, c'est totalement King Kong. Et en fait, Godzilla attendra 74 pour affronter Mechagodzilla et 2002 pour Mechaguirus. On passe sur Twitch. Est-ce que le quiz kit est bon ? Je prends ce silence pour un non. Je pense que... Allez, petite anecdote. Et Jean Reno, du coup, la perf a été comment ? Parce qu'il est bon dans le film, on est d'accord. J'ai pas la sensation qu'il soit dégueulasse. Pas ouf. Oh, pas ouf. Ça va. Par contre, Ça la va prochaine question, je vous spoil juste, préparez-vous. On est bon ? On va parler d'un superbe film. Un superbe film, je suis très objective, c'est The Host de... Bong Joon-ho. Ouais, Bravo, Bong Joon-ho. Oui, Bong Joon-ho. Ouais. Pour le chat, pas besoin de lever la main. Parasite. Le monstre qui vit dans le fleuve a été créé par 1. Une pollution causée dans une base militaire américaine. 2. Un essai nucléaire chinois. 3. Un virus belge. 4. Je vois pas pourquoi vous rigolez. Un complot des services secrets brésiliens. Ce n'est pas Gérard. Laissez-le dans son trou. Un virus belge. Je crois qu'on l'avait tout de suite dans le chat et c'est Noctibule qui l'a mis en premier. Effectivement, ce sont des scientifiques qui travaillent sur une base américaine qui vident un produit toxique dans un évier. Encore eux. Voilà, merci à eux. C'est toujours eux, hein. Ça, c'est Jacques Chirac, ça, c'est eux. Plaisir. On passe à une question pour la salle. Et, magnifique, j'espère que ça va vous plaire. Pour gagner un mug Screen Spirit, dans quel film une tempête déclenche une invasion aérienne de requins ? Oh. Ah d'accord, je vous donne Là, il y a même des pas gens, là. les- Alors là, il y a des gens. savent, ouais. Pour Godzilla contre King Kong, personne. Mais alors là, il y a des gens, là. Alors, Dernier rang. dernier rang, oui. Relève la main. Oui, c'est toi, camarade. Non, toi, t'es pas au dernier rang. Avec le bonnet. C'est totalement Sharknado, bravo. 6 films depuis 2013. Ah ouais. Ouais, 6, ouais. C'est Bah, bravo, c'est un hein. record, c'est un record. C'est bravo. Et enfin, dernière question pour Twitch pour gagner une affiche Godzilla Minus One. Je pense qu'on est en train de se... Jean Reno, pour finir, c'est pas... Ouais. J'adore l'acteur. En plus, mais le c'est- design de Godzilla, parce que c'est pour ça que moi, il est un peu rondouillard. Enfin, il Il a bien mangé à la cantine. Ouais, encore c'est pas ça le Godzilla qu'on a vu. Ouais. Un peu C'est un Casimir, sumo, tu vois. C'est un sumo. Apparemment, c'est Un peu un Casimir. Dieu. On est Ouais, Non. c'est ça. Non, mais Quel ça va. enfer. putain. Et le Godzilla du film, Comment il il parle de est, Godzilla, lui il est stylé, tu vois. Affiné, quoi. On est bon. Amine, ça va Alors, mal aller, hein, franchement. dernière question. Un seul de ces films n'existe pas ou pas encore. Legendary, si tu nous écoutes. Première proposition, Godzilla versus Tortilla. Ça se passe au Mexique. Mega Shark versus Giant Octopus. Toujours au Japon. Shark Side of the Moon. C'est la suite de Rebel Moon. Ou Aquarium of the Dead. La suite de la nonne, finalement. Ou de Evil Dead. Ou L'un de ou Evil Dead. Hmm. Alors, J'ai est-ce vu à qu'on a 3 ans, évidemment. là... J'étais pas très vieux quand je l'ai vu. en vrai. On a totalement la réponse et c'est Mon Cape qui a trouvé. C'est bien sûr Godzilla versus Tortilla. Tous les autres films ont été produits par The Asylum, la société de production derrière la série des Sharknado. Oh, les fous furieux, hein. C'est des fous malades. Shark Voilà. Side of the Moon. Les amis, c'est déjà l'heure de se quitter les 20h03 puisqu'un apéritif nous attend. Si dans le chat vous avez le seum, déplacez-vous, venez nous voir. Nous sommes une charmante émission ciné qui se passe au Club de l'Étoile. On les remercie de nous héberger. Merci au public aussi d'être venus. Ils sont venus pour nous rencontrer évidemment, mais aussi pour voir la Pour boire un projection exceptionnelle de Godzilla Minus One qui va prendre place dans cette salle. Merci à la régie, merci Lloyd, merci Julien, merci TPK. Merci Marie. Merci C'est
Fabien. Merci Screen Spirit, merci la vie, merci maman, merci papa. Faut vraiment pas ramener ces trucs sur la table, c'est terrible. Et surtout, faut bannir les réglisses des boîtes. Merci à tous et bonne soirée sur Twitch. À très très vite. C'est immonde. Ça me dégoûte. C'est immonde. Quand je prends un bonbon, Non, c'est et immonde. ça,